Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi matin à la première heure pour ce webinar où nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues de la société Enedis avec qui vous tous êtes régulièrement en relation puisque Enedis est celui qui vous permet de raccorder et d'avoir le courant dans vos opérations, quel que soit l'opérateur qui ensuite délivre l'énergie. Alors, encore une fois, je remercie grandement les équipes d'Enedis d'avoir accepté cette invitation parce que on est entre nous. Parfois, c'est vrai que j'entends parler de difficultés et c'est tout le sujet de notre émission aujourd'hui, de manière à pouvoir répondre en direct aux sujets que vous rencontrez, aux difficultés parfois, et puis trouver ensemble des solutions, puisqu'encore une fois, l'objet de ce webinaire, c'est aussi d'avoir une suite que nous pourrons avoir ensemble avec les experts ici présents d'Enedis. Alors, je vais les laisser se présenter chacun. Monsieur Thierry Vachon, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, donc Thierry Vachon, moi je suis le directeur client, entreprise et professionnel chez Enedis. Merci beaucoup. Frédéric. Bonjour Franck et saluer chacune et chacun de vos adhérents. Donc je suis Frédéric Bouteau et je suis le directeur du programme raccordement d'Enedis. Philippe. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Philippe Lang, je suis expert du marché d'affaires. Et dans le marché d'affaires chez Enedis, il y a le raccordement des collectifs. Et c'est Philippe qui nous fera tout à l'heure une démonstration de la plateforme de raccordement et de tout ce que l'on peut avoir comme service autour de la plateforme. Plateforme qui a été mise en œuvre quand Donc elle a été mise en œuvre il y a à peu près 8 ans. 8 ans, mais par contre elle a subi un relifting. Elle a subi un relifting, elle s'est enrichie et elle permet d'avoir une dématérialisation de la demande et la totalité des documents contractuels. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est ce que nous verrons ensemble. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent nos lives SPI, vous pouvez envoyer vos questions sur le fil de conversation, sur le chat, comme on dit en bon français. Et n'hésitez pas, puisque je les ai en live. Et donc, nous pourrons prendre vos questions au fur et à mesure de leur arrivée et des sujets que nous allons aborder. Donc dans l'enjeu, on a choisi avec l'équipe d'Enedis de traiter la chronologie d'un programme et de travailler à la fois sur la première phase très en amont, c'est-à-dire vous envisagez de construire une opération, le PC est en cours de dépôt ou pas encore déposé ou tout juste déposé, qu'est-ce que ça signifie? On a bien sûr un sujet que nous aborderons avec vous, messieurs, sur la partie des raccordements, puisqu'il y a tout un enjeu sur nos opérations, sur vos opérations de développement de déraccordement, puisque de plus en plus nous intervenons sur des sites qui étaient auparavant occupés avec potentiellement des démolitions partielles ou de la rénovation qui implique cette phase de déraccordement, d'enlèvement de câbles, que sais-je encore. Puis nous aborderons la phase études, travaux préalables, la réalisation du projet et la phase critique souvent de mise en service. Alors, on a travaillé avec Nicolas Desmaux, qui est le président par intérim de la commission construction de la Fédération des promoteurs et toutes les équipes des adhérents qui participent à cette commission construction pour avoir quelques exemples de ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien et des fois très mal. Alors, ce que je peux dire en constat préalable, c'est que globalement, quand je regarde les retours, ça se passe plutôt bien. Sauf que quand ça se passe mal, ça se passe souvent très mal. Pourquoi? Parce que Enedis intervient à un moment où la situation est critique pour l'opérateur en termes de risque. C'est-à-dire sur le déraccordement, ça veut dire qu'on ne peut pas démolir et on est bloqué, avec des délais parfois annoncés qui sont surprenants. Sur la phase obtention du permis de construire, on a besoin de sécuriser les risques et des fois les réponses sont pas suffisamment rassurantes en termes de certitude sur les coûts et les délais. Et puis la phase mise en service où là on fait intervenir plusieurs acteurs, évidemment les entreprises d'électricité
du chantier, la maîtrise d'œuvre, l'ingénierie d'exécution, Consuel, les services de réception des colonnes d'Enedis et les services de mise en service de l'électricité qui ne sont pas les mêmes. Et donc, effectivement, parfois, on a des sujets à ce niveau-là. Donc, écoutez, je vais laisser tout de suite la parole à Frédéric et puis à Thierry. Par rapport à ce que je viens de dire là, peut-être un mot d'introduction, et puis ensuite on abordera en premier le sujet dans l'ordre, phase amont, et c'est comme on vient de les présenter là. Thierry, Frédéric ? Allons-y avec plaisir, Franck. En rebond, c'est effectivement, vous avez abordé des notions qui sont assez clés. Moi, j'ai 3 points peut-être à partager avec vous. Le premier, je pense qu'il fait de doute pour personne, que le lot électricité dans les opérations immobilières qui sont les vôtres, qui est un lot qui est déterminant, donc évidemment qui met Enedis en prise, et donc ça on en est parfaitement conscient. Et quand je dis ça, il n'y a aucune ambiguïté, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, des collègues qui sont sur le raccordement en région ont à cœur d'accompagner les porteurs de projets parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont un élément clé de la réussite. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que finalement, de part et d'autre, il y a des actions à mener. Vous en avez, nous en avons, et la particularité, c'est que ces actions-là, elles sont très, très liées, très interdépendantes. Donc ça renvoie tout de suite à une nécessité d'un dialogue renforcé, de l'anticipation, de la rigueur, pour qu'effectivement, je pense qu'on aura évoqué, typiquement, je pense que l'objet un peu emblématique, ce sont les conventions qu'on signe avec vous sur la réalisation des remises d'ouvrages. On comprend bien que là, il y a des choses à caler pour que ça fonctionne bien. Et puis le troisième point, vous l'avez dit, c'est rarement simple. Ça démarre jamais au moment où on fait une demande de raccordement. C'est des situations plus complexes. Et donc je pense que sur ces types de raccordements-là, il y a une particularité, c'est que ce qui est à mener sur l'amont est important. Et je pense, dès lors que vous faites des acquisitions de foncier, de terrain, où il peut y avoir, et très souvent, et peut-être de plus en plus, de par le choix des terrains qui peuvent se retrouver en urbain, en semi-urbain, des opérations de démolition en soi, ça peut paraître assez simple, il suffit de le déraccorder et puis on peut démolir. C'est très rarement que cela, ça peut être aussi la nécessité d'avoir à dévoyer des ouvrages électriques, mais pas qu'électriques. Il peut y avoir des ouvrages de gaz, il peut y avoir des ouvrages d'autres concessionnaires ou d'autres opérateurs. Donc ça, on voit bien que sur ces choses-là, il faut au début passer le temps nécessaire pour vraiment bien poser le diagnostic de ce qu'il y a à faire pour que ça s'enclique bien. Ensuite, et dans la très grande majorité des cas, pardon, il va falloir, pour les besoins du chantier, ce qu'on appelle des branchements provisoires. Donc là aussi, il faut aussi pouvoir s'organiser avec le passage par un autre acteur qui est le fournisseur de votre choix, qui nous adresse cette demande pour pouvoir avoir de l'électricité de manière provisoire. Et puis la troisième partie qui est le raccordement définitif. Donc on voit bien que c'est plus quelque chose qui s'apparente à du 3 en 1 que réellement peut-être ce qui se passe aujourd'hui en du 1 plus 2 plus 3. Et donc autour de ça, il y a des enjeux forts. Donc voilà ce qu'on a préparé, comme vous l'avez mentionné, Franck, c'est quelques slides. Vraiment pour poser des éléments de cadre des relations dans lesquelles on est. On est à peu près sûr effectivement que ça permettra de lancer les échanges. Et puis, soyons clairs, vous l'avez dit, il y a des choses qui marchent très bien, d'autres peut-être un peu moins bien, et prendre de temps en temps un peu ce recul pour pouvoir essayer de nous améliorer les uns les autres collectivement. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Je crois que c'est ce qui nous motive dans les relations entre Enedis, l'AFPI et ses adhérents. Peut-être pour rajouter quelque chose à ce que Frédéric vient d'annoncer, il est important de bien prendre en compte le fournisseur. C'est-à-dire de ne pas penser que c'est entre le promoteur immobilier et Enedis que tout se fait. Il y a aussi le fournisseur. Surtout dans la phase branchement provisoire. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très ennuyeux pour nous. C'est de devoir, pour une phase branchement provisoire,
bon, c'est la loi, c'est ainsi, on s'y conforme, mais honnêtement, c'est une complication supplémentaire. On ne va pas se cacher les choses, dont on se passerait bien de devoir choisir un fournisseur pour la phase branchement plusieurs qui vient complexifier vos procédures qui déjà, de par la sécurité nécessaire sur le réseau, sont pas simples. Donc, Oui. et vous avez raison, Mais c'est voilà, vraiment donc un sujet. Ouais. le fournisseur, parce qu'en fait, nous ne pouvons rien faire, on ne peut pas s'auto-générer des prestations. Absolument. Et donc, elles doivent venir de l'externe. Et l'externe, c'est bien sûr le client final, mais aussi le fournisseur. Et même dans la phase des raccordements dont on parlera Des plus tard. raccordements. Et oui, parce que pour se déraccorder, il faut aussi être sûr qu'il n'y a pas de contrat qui soit actif. Et donc, nous, on ne peut pas résilier un contrat de notre propre chef. Ah oui, donc en fait, ça rajoute une complexité supplémentaire. C'est que qui se charge du coup de vérifier qu'il n'y a plus de contrat actif sur un transformateur qui doit être décommissionné, Alors, par exemple. on a les points et les PRM, mais les points de livraison qui sont attachés au transformateur. Mais il faut absolument que le fournisseur nous indique, oui, il faut maintenant mettre un terme à ce contrat. Ah oui, donc ça, ce qui peut-être rajoute encore plus au débat. Voilà, on verra un peu à la phase des raccordements quand on y viendra. On y est, puisqu'on va attaquer par cette première phase, puisque c'est la première. Donc c'est celle sur laquelle on bute en premier, c'est-à-dire que on achète un terrain où on est en promesse unilatérale de vente, on envisage les phases préliminaires avant travaux. Dans ce cas-là, il peut y avoir une installation. Alors, on parle de déraccordement d'un poste, mais ça peut être aussi des poteaux, un câble qui passe, multiples sujets. Donc, comment on peut gérer cela au mieux avec, en relation avec vos services ? Alors, je pense qu'il faut peut-être préciser avant tout que, comme je le disais préalablement, ça s'inscrit dans un parcours client. Effectivement, pour nous, on parle de processus raccordement. Qu'on soit au clair sur la définition de ce terme, c'est à la fois un parcours client, ce que effectivement un promoteur va suivre dans une approche bout en bout, mais c'est également pour nous des modes opératoires. Et des modes opératoires qui sont avant tout harmonisés. Je pense que tout à chacun a à peu près en tête l'organisation d'Enedis. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, et je pense que justement c'est bon de le rappeler. Alors, je pense que je vais essentiellement le rappeler parce que, vous le savez bien, on a une particularité, c'est que le raccordement, au moment où on le délivre, il s'incarne sur le territoire, là où il faut le construire. On n'est pas dans une approche d'un produit qu'on achète sur étagère. Et donc, dans la notion territoriale, on a 25 directions régionales en France, avec des équipes raccordement, donc qui sont effectivement à pied d'œuvre sur ces opérations-là. Et donc, quand on dit qu'on a un processus bout en bout sur du raccordement collectif, c'est qu'on est vraiment sur un parcours qui est dédié à ce segment-là, avec les spécificités qu'il a, qui ne sont pas les mêmes que sur d'autres segments. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus et on ne l'a pas fait seul. Puisque sur le premier trimestre 2021, on avait travaillé, on avait la refonte d'un parcours harmonisé. On ne l'avait pas fait seul, c'est-à-dire qu'on avait sollicité des promoteurs immobiliers, mais également des aménageurs, des lotisseurs, avec des ateliers en région qui avaient été fort utiles parce que quelque part... Oui, je m'en souviens très bien d'ailleurs. On l'avait partagé, je le rappelle. On l'avait partagé ensemble, on l'avait relayé au niveau de la commission construction de la fédération à l'époque, et un certain nombre d'adhérents avaient... avec leur service technique, avaient participé à ces ateliers. C'est pour ça que je parlais de la refonte de votre plateforme qui avait été modifiée suite à ces ateliers en 2021. C'est ça. Et donc, alors après, le principe d'un parcours, c'est que dans le temps, il est vivant, donc il peut nous arriver effectivement d'avoir des ajustements. Philippe en dira quelques mots après. Ce qui est important, si je reviens là-dessus, c'est qu'on est vraiment parti des attentes qui sont les vôtres. Et c'est à partir des attentes qui sont les vôtres qu'on a été capable de bâtir ce parcours. Et qu'on l'a déployé ensemble, après, sur l'ensemble des 25 directions régionales. Et donc cette notion de déraccordement, elle a vraiment été appréhendée à ce moment-là, mais également sous l'angle, on aimerait bien aussi avoir un interlocuteur qui nous suive du début à la fin, en quelque sorte ce que j'appelais le 3 en 1, si on peut être suivi par un interlocuteur tout au long
de ce parcours-là, c'est ça qu'on souhaiterait voir privilégié. C'est d'ailleurs une des questions que j'ai, hein, c'est on ne connaît pas l'interlocuteur de notre dossier. Alors, normalement, j'ose espérer que si, parce qu'on peut à ce moment-là de nos échanges peut-être repréciser aussi que la notion d'interlocuteur privilégié, Enedis, on ne la découvre pas, puisque sur des réalisations de raccordement, vous êtes en relation avec des chargés de projet. J'aime bien cette appellation chargé de projet plus que chargé d'affaires. Un chargé de projet, on comprend bien qu'il est sur un projet d'un client et qu'il est là pour le faire aboutir dans les meilleures conditions. Donc ce chargé de projet, c'est véritablement l'homme orchestre, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est lui qui est en relation avec les collègues qui vont être aux études, c'est lui qui est en relation avec les collègues qui vont devoir programmer des opérations de type plus, intervention sur le réseau. Donc à la question, ça pourrait être intéressant de connaître une équipe complète Enedis lorsqu'on intervient sur... pas forcément, hein, mais là... C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est d'avoir un chargé de projet connu. C'est ça. Quand je dis connu, c'est avoir une adresse, un téléphone. Hein. On est d'accord, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire quelqu'un qui effectivement... Et qu'il réponde, parce que j'ai la réponse à la question là. Oui, mais des fois, on a zéro réponse. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu. Alors, on comprend hein, qu'il y a des contraintes. Ça peut arriver, mais voilà. Très clairement, là aussi, qu'on se dise clairement les choses. C'est un chargé de projet, c'est quelqu'un qui est dans la relation client. Il fait de la technique, mais il fait surtout, avant tout, de la relation client. Donc ça, c'est aussi des choses... Donc en fait, ce qu'on peut dire à nos adhérents, c'est si sur une opération, ils n'ont pas de chargé de projet connu, c'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, on pourra revenir sur le détail du parcours, mais à un moment donné, effectivement, on affecte un chargé de projet à une opération. Et celui-ci, comme vous dites, bout en bout. Et celui-ci... Ce qu'on essaye au maximum, c'est que certains même chargés de projet aujourd'hui assurent une partie études. C'est pas systématique, mais il leur arrive d'intervenir en binôme avec ce qu'on appelle des chargés d'études, des chargés de conception, qui eux véritablement vont être dès l'amont du projet. Parce que ça, Franck, c'est décisif. C'est-à-dire si au début on se comprend pas bien, qu'on n'a pas identifié le besoin du client, sur les complexités qu'il peut y avoir. Ça peut avoir des impacts pour la suite. Donc ce temps-là de partage, et souvent c'est un binôme qui peut être un chargé d'études avec un chargé de projet. Alors, ce qui, dans les questions que j'ai, c'est oui, mais parfois le délai est long entre la demande sur la plateforme et la nomination du chargé d'études, chargé de projet. Alors là, on touche à plusieurs notions. C'est-à-dire, je pense que quand on parle de la plateforme, on la verra tout à l'heure, on est sur le portail marché d'affaires. Oui. Juste une petite précision là-dessus. Aujourd'hui, il y a 2 portails chez Enedis. En ce qui vous concerne, effectivement, on est sur le portail marché d'affaires qu'on appelle Pragma comme portail raccordement marché d'affaires. Donc c'est là, Philippe le montrera bien, c'est là que les choses se font. Au moment où vous déposez vos éléments, il y a un certain nombre de pièces effectivement qui accompagnent cette dépose et on prononce ce qu'on appelle une complétude. Une complétude, on le comprend bien, c'est avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de faire une proposition. Quand on a cette complétude que le chargé de projet est nommé ? Alors, c'est quand on a fait cette complétude que la notion d'offre de raccordement peut être proposée, mais les échanges peuvent avoir eu lieu avant, sans forcément que le promoteur ait fait sa demande. Et donc, là, on est sur un point extrêmement important. Je disais tout à l'heure que ça démarre rarement au moment de la demande, parce que tout ce qui est avant, il va falloir le gérer. Il n'y a pas besoin de faire une demande de raccordement pour ça. Vous allez plus faire une demande pour pouvoir gérer votre déraccordement. Donc, on va, avec une proposition qu'on va être capable de chiffrer, que vous allez accepter. Donc, à proprement parler, la demande de raccordement pour le raccordement définitif peut intervenir un peu plus tardivement. Et il faut la mettre, et j'insiste beaucoup là-dessus, de manière synchronisée avec le projet même du promoteur. C'est-à-dire que on sait que vous êtes sur des opérations longues de construction liées à la nature même de l'activité. Donc vouloir un devis dès le début. Alors je sais les questions que ça va renvoyer, mais attendons-les. Voilà. Vous savez bien qu'on a plusieurs étapes. On peut admettre ne pas avoir un devis définitif très en amont, mais on l'abordera tout à l'heure. Mais par contre, avoir une estimation qui n'est pas remise en cause
et qui reste dans une épure maîtrisée. C'est pas qu'on passe pas du simple au double ou qu'on découvre pas 6 ou 9 mois plus tard que finalement il fallait rajouter un local transfo, etc. C'est ça surtout qui est dans les questions et Donc, qui est très perturbant pour j'entends le bien. promoteur. Hein. Après, si j'insiste sur cette demande de raccordement, c'est que si on veut de la fluidité, de l'enchaînement, c'est l'affaire au bon moment et qui n'est pas forcément le jour 1 où on fait les fondations de l'immeuble. Ça peut arriver beaucoup plus tard. En revanche, sur la partie qui est plus amont, sur la partie des raccordements, donc là on a des services qui effectivement travaillent là-dessus. Là, il faut en faire la demande. Philippe pourra nous dire quelques mots sur le sujet parce qu'on essaye de faciliter l'approche dématérialisée. Donc ça, c'est des échanges qu'il faut avoir assez tôt. Et ce qu'on privilégie, nous, c'est vraiment l'échange, la rencontre avec le promoteur au début du projet pour qu'on comprenne bien les uns les autres. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il manque dans les commentaires que j'ai, c'est-à-dire peut-être un rendez-vous d'affaires entre le chargé de projet ou le chargé d'études sur, ça peut être des fois simplement un échange sur le projet, le programme lui-même, la situation, une réunion préliminaire sur le programme. Peut-être que c'est une proposition. En tous les cas, dans ce parcours, c'est ce qu'on privilégie. Ouais. C'est ce qu'on recommande. Elle n'existe pas de ce que j'entends des commentaires. Alors vous n'avez pas de chance parce que les commentaires, c'est évidemment là où il y a des problèmes. Non, mais on les prend avec le sourire. Non, mais c'est important parce que, encore une fois, j'insiste, et on sait bien que si vous êtes là, c'est parce que vous rencontrez des problèmes, pas parce que tout se passe bien. Et statistiquement, il y a des problèmes évidemment, mais statistiquement, heureusement qu'il y a plein d'opérations, ça se passe bien. Et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même la base de notre relation de confiance, même et le fait que vous soyez là. Maintenant, voilà, les questions, évidemment, vous tous bien, vont évidemment sur les sujets qui vont pas. Donc des délais de 6 mois pour du déraccordement. Et puis surtout, une autre question, c'est le certificat. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. C'est lors du déraccordement, vous devez émettre, je crois, un certificat de consignation. Et que là, j'ai des adhérents qui me disent qu'ils ont eu beaucoup de problèmes à obtenir ce certificat de consignation permettant d'assurer l'entreprise de démolition du déraccordement effectif. Mmh. Alors c'est dans le processus. Oui, il y a un sujet particulier sur ce certificat. Oui, pour refermer ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc oui, la rencontre dès l'amont pour pouvoir vraiment, et je le dis bien de part et d'autre, bien cerner ce qui est à faire pour que ce ne soit pas des choses qui viennent après. Ça, c'est fondamental, on le recommande. Après, sur le déraccordement, c'est ce que disait Thierry, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait confirmation effectivement que les contrats sont arrêtés. Et ensuite, après, quand vous évoquez des postes, oui, il peut arriver que sur l'emprise du chantier, il y ait des ouvrages à déplacer. Or, on comprend bien que là, c'est une complexité qui est supérieure, parce que déplacer, c'est pas tant déplacer un poste, c'est avoir un poste provisoire qui va reprendre les schémas d'artères sur la moyenne tension avant de pouvoir vraiment désinstaller le matériel qu'il y a dans le poste et de le démolir. Ça, c'est des choses qui peuvent apparaître plus complexes, qui peuvent apparaître plus longues, pour autant qui font partie aussi des choses de plus en plus courantes sur les configurations qu'on rencontre. Sur le déraccordement, ce qui est important, on pense, côté Enedis, c'est que le promoteur, peut-être plus sur les moments où il est dans les actes d'achat, d'acquisition de ces terrains-là, s'assure auprès des cédants d'effectivement ce qu'il peut y avoir comme contrat en cours. Sauf que les contrats, parfois, ne sont pas sur le terrain. Alors, il peut y avoir un câble qui va transiter sur le terrain et qui, par exemple, alimente une copropriété qui est à côté. Donc, oui, ça peut être plus compliqué. Après, on a une bonne connaissance aussi et on partage ces éléments-là avec les promoteurs sur quels sont les réseaux qu'on exploite susceptibles d'être sur l'emprise de l'assiette de l'opération. Ça, c'est pour ce qui nous concerne, mais les promoteurs aussi questionnent les autres concessionnaires, les autres opérateurs. Donc, on est capable d'identifier, effectivement, si, par exemple, un câble court, parce historiquement, ça s'est passé comme ça, sur un terrain, en allant alimenter, effectivement. Donc là,
C'est pour ça que c'est important. Ça veut dire que quelque part, il va falloir aller anticiper à un Bien moment sûr. donné un dialogue avec peut-être une copropriété qui est à côté. Ce qu'on comprend tout à fait, mais voilà, on connaît aussi l'extrême qualité, la réactivité d'Enedis quand il y a une tempête. Mhm. On sait à quel point vous pouvez aller vite. Et vous comprenez que du coup, le décalage entre votre capacité à intervenir en 24 ou 48 heures sur des problèmes graves, des câbles coupés, des postes HS, et puis après, quand vous nous dites qu'il faut 6 mois ou un an pour des raccorder, je pense qu'il y a aussi un enjeu Oui. là. Alors 6 mois, un an, c'est pas le standard. Non, Là, je pense que quand vous dites ça, c'est que je vous cite les exemples que j'ai j'ai. quelques dossiers en tête et effectivement, il y a des aléas qui peuvent faire qu'effectivement, comme vous le dites, des fois, bah, ça s'enchaîne et ça rend la chose difficile. Mais c'est aussi notre métier que de pouvoir planifier ces choses-là et de pouvoir les faire en sorte qu'on contienne des délais bien meilleurs. Donc, Et honnêtement, je pense aussi qu'il y a dans tous les commentaires que je vois, c'est un manque de communication entre vos services et les nôtres, hein. C'est-à-dire les choses doivent s'expliquer. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Mais là, on sent aussi qu'il y a parfois une forme de... Je fais la demande, j'ai le chargé d'opération, puis ça tombe dans un puits et on ne sait plus, en dehors des délais qui nous sont retournés, pourquoi, comment, quel est le sujet. Mhm. Donc il y a un peu cet effet-là où vous allez nous montrer la plateforme, Philippe, mais Oui. il y a un enjeu de communication aussi de la part d'Enedis vers son client sur bah, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça, parce que on peut aussi à nous aller voir les voisins s'il y a un problème de raccordement. on est d'accord. Et vous avez raison, Franck, c'est-à-dire que il arrive souvent d'ailleurs que sur des chantiers, on a évidemment des intérêts partagés, à ce que dans certains cas, on puisse avoir à mener ensemble des procédures qui vont, excusez-moi, faciliter les choses. Bah, typiquement, je vous parlais tout à l'heure, on anticipe l'achat d'un terrain. Donc nous, on est avec le vendeur du terrain sous promesse unilatérale de vente. Et c'est vrai que là, j'ai des adhérents qui me disent bah, on est bloqué parce qu'Enedis refuse d'anticiper notre acquisition. En tant que vous n'êtes pas l'acquéreur, on ne veut même pas regarder votre dossier et anticiper qui est raccordé sur le poste qu'il va falloir déplacer. Et nous, ça nous fait perdre évidemment beaucoup de temps, puisque dans la phase préparatoire, en ayant déjà identifié tous les sujets qu'il faudra activer au moment où le promoteur devient propriétaire, là, il y a un point de blocage. Donc il y a peut-être une phase préparatoire aussi à voir plus en avant. Donc, Après, ce qui est important là-dedans, c'est que, effectivement, quand on est face à un promoteur, un client, bon, il faut aussi quand même que un certain nombre de choses puissent être à minima stabilisées pour pouvoir s'engager. Si j'entends bien, justement, et dans la relation, justement, on est là pour avancer, peut-être dans cette phase préparatoire, ne pas rester arc-bouté sur tant que vous n'êtes pas propriétaire, je n'ouvre pas le dossier. Voilà, c'est un sujet, je pense qu'il est important qu'on puisse peut-être faire évoluer sur l'environnement, et vous parliez du chargé de projet, je pense que c'est important qu'on puisse travailler là-dessus, parce que très souvent dans nos opérations, et comme je le disais, les promoteurs interviennent de plus en plus en milieu urbain, dense, où il y avait déjà des activités, donc le sujet se pose, et c'est vrai que si vous attendez d'être propriétaire pour enclencher cette phase-là, et que ça retarde le lancement de l'opération de 6 mois par rapport à une phase d'anticipation qu'on aurait pu mener, vous comprenez le sujet pour un promoteur. Après, j'insiste quand même sur ce point-là, hein, on peut tout anticiper. Alors, il y a il y a déjà beaucoup de choses qui sont décrites hein, sur ce qu'un promoteur aura à faire à partir du moment où il est. Il y a déjà des éléments disponibles, que ce soit sur le site d'Enedis ou sur d'avoir accès à quels sont les réseaux qui sont d'ores et déjà existants. Après, voilà, il nous faut aussi optimiser des portefeuilles de dossiers. Donc, des éléments de pédagogie qui peuvent faciliter la compréhension, ça, et donner accès à tout à chacun, ça c'est assez facile en soi. Après, effectivement, démarrer des études, il faut qu'on puisse aussi le faire à minima dans des contextes qui soient stabilisés, parce qu'effectivement, cette ressource-là aussi, il faut la gérer dans le temps. Là, vous voyez, j'ai une réponse en disant sur Toulouse, quand nous avons l'autorisation des propriétaires alentours ou sur les vendeurs, on a les demandes de raccordement qui sont traitées en amont, avant la vente. Donc il y a aussi de bonnes pratiques qu'effectivement on peut avoir avec cette notion d'obtenir les autorisations des propriétaires en amont, avant l'acte authentique et
le certificat de propriété. En tous les cas, Alors, il y a un sujet, voilà. sur ce point-là. Je pense qu'effectivement, pour faciliter en tous les cas le démarrage d'un dossier sur des aspects de déraccordement, comme on l'a vu, la nécessité de se voir avant de démarrer effectivement une opération de déraccordement, surtout quand elle est complexe. On a vu qu'on pouvait avoir des choses très complexes en la matière. Ça nous semble absolument indispensable. Et puis, comme le disait Thierry, pouvoir peut-être anticiper cette fois-ci en disant, tiens, sur ce terrain-là, qui était propriétaire de tel ou tel immeuble ou construction qui sera à démolir, pouvoir travailler là-dessus, qui fait qu'au moment où j'arrive, cette question-là, elle est plus ou moins réglée, avoir un mandat quelque part. Enfin, il y a des choses qui ont été regardées en la matière. On est plutôt à préconiser ce genre de choses. Donc, le chargé de projet, c'est lui l'homme contact avec le promoteur immobilier. J'entends Thierry, mais je ne vous cite pas le nombre de remarques où les adhérents se plaignent de ne pas en avoir. J'ai compris. Donc il va falloir qu'on améliore la chose. Il y a un sujet. Alors, du coup, on en parlera tout à l'heure sur la plateforme. On peut passer... Pardon, Thierry. Chose pour dire, évidemment, c'est ce que vous avez dit, c'est que globalement, ça se passe bien. La seule chose, c'est que nous avons des cas où, ensemble, on peut arriver à avoir des délais fort longs et ce sont des irritants terribles. Et du coup, tout le monde se concentre sur cet irritant en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc à ce moment-là, il faut le dire, l'AFPI a un contact, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, un contact avec Enedis, et donc il peut y avoir une escalade via l'AFPI, bien entendu. Nous avons une personne qui est l'interlocuteur privilégié de l'AFPI, et puis nous en avons également un dans chaque région. Mais c'est juste une escalade et je préfère que prévenir que guérir, donc plus que les escalades, essayer d'améliorer par une meilleure connaissance. Et donc ce que l'on est en train de faire là, on peut le faire à l'aune de là ou à la mesure d'une région et faire des petits webinaires et des formations en disant voilà comment les parcours se passent, voilà comment ceux qui arrivent avec succès, comment ça se déroule et quels sont tous les documents, quelles sont toutes nos procédures. Mieux vous nous connaissez, mieux ça se passe. Plus on connaît vos process, vos cahiers des charges et vos procédures, c'est partie des remarques, c'est que... Parce que les gens tournent, Absolument, et au-delà des hommes et des femmes qui sont dans nos différentes organisations, c'est avoir accès à vos process, vos cahiers des charges, qu'ils soient transparents, qu'on connaisse vos checklists, vos besoins, et effectivement, ça fait partie de la fluidité. Donc Franck, c'est pour ça que je vous ai apporté un petit guide à destination des professionnels qui va pouvoir... Je le diffuserai. Voilà, vous le diffuserez. C'est un petit guide. C'est le guide qu'on avait effectivement fait il y a quelques temps, absolument. Oui. Et simplement, il faudra qu'on en refasse un de guide de bonne pratique. C'est pas un guide, c'est un guide de prestation plutôt pour dire voilà toute l'offre d'Enedis, mais on peut essayer d'établir et de travailler sur un guide de bonne pratique avec les équipes. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce webinaire qui est le premier. Et encore une fois, merci messieurs d'être là. Mais c'est l'objectif, c'est d'avoir un guide de bonne pratique, connaître vos checklists, vos cahiers des charges, la manière dont vous fonctionnez entre vos services pour pouvoir améliorer et fluidifier tout cela. Donc, du coup, avant qu'on passe à la plateforme, qu'évoquait Thierry, bon, déjà, on sait que nos collègues en région, avec les adhérents à Maille Régionale, sont très, très en contact et se rencontrent. En tous les cas, nous, on peut être favorable à cette chose-là. Après, le chargé de projet, il ne faut pas le voir non plus comme quelqu'un qui est seul à bord isolé. Il y a de l'encadrement, il y a du management aussi dans les directions régionales. Il y a des revues de portefeuille et autres. Donc, autant d'occasions sur des besoins de partage qu'il peut avoir avec son encadrement qui fait que ce n'est pas quelqu'un... L'image, c'est pas celle-ci, qui peut paraître isolée, finalement pas en prise avec tous les leviers. Il y a des cas. Que vous me le dites, oui. Mais... J'ai rencontré à plusieurs reprises des divergences entre l'étude d'Enedis, convention RRO, et les demandes et exigences du chargé de projet qui ne communique pas. On va y venir. Donc, mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Vous les livres, on est... Non, mais vous vous rendez compte, avec 42 000 personnes chez Enedis, évidemment qu'il y a des choses qui se passent un peu différemment de ce que l'on voudrait. Les raccordements, encore une fois, on parle de plusieurs dizaines de milliers de raccordements chaque année. Et effectivement, c'est normal qu'il y ait des mouvements où ça bug. Et même de centaines de milliers pour Enedis. Pour Enedis, oui, on parle pour notre activité. Donc, il n'est pas seul.
2, il a des leviers qui peut tout à fait activer. Il a effectivement autour de lui un encadrement qui effectivement est en interaction avec d'autres services, qu'on soit au clair. Nous, le but du jeu, c'est pas que on pousse un promoteur à découvrir l'organisation d'Enedis. Je pense que ça, c'est pas du tout ce qu'on vise en positionnant un interlocuteur dédié. Honnêtement, on vous laisse votre organisation. Oui, je pense que c'est le mieux. Mais voilà, c'est pas quelqu'un... D'ailleurs, de la même manière que nous, on vous impose pas la nôtre, entre les chargés d'études, les développeurs, et ensuite les personnes en charge de la mise en service. Donc, Et on sait aussi qu'il y a des dossiers qui peuvent être beaucoup plus complexes dans ce qu'il y a à réaliser que d'autres. Donc la notion aussi de seniorité sur un chargé de projet, entre quelqu'un qui va être peut-être plus... On sait aussi l'apprécier, et ça c'est le rôle du management, que dans l'affectation des dossiers. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose tout à l'heure Mais je vais en parler sur les interlocuteurs. On attaque sur la plateforme alors. Alors, je ne voudrais pas qu'on laisse de côté la partie convention d'ouvrage, parce que je crois que vous avez beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions autour de la convention, absolument. Bon, le slide que vous voyez, l'idée n'est pas de le commenter, mais bon, déjà, tout le monde sait que vous avez la possibilité de réaliser des ouvrages qui sont dans le terrain de l'assiette de l'opération, qu'il y a une convention type pour cela, dite RRO, hein, donc de réalisation et remise d'ouvrages électriques, que cette convention, elle décrit parfaitement, effectivement, ce que sont les attendus de part et d'autre. Et quand on dit un cadre contractuel très précis, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que on comprend bien les enjeux majeurs liés à la sécurité, à la qualité des ouvrages qui sont à construire, puisque Enedis, ils sont remis à Enedis qui les prend en concession, hein, c'est pour plusieurs décennies, au service des clients. Donc l'exigence qui va être la nôtre sur la qualité de ces ouvrages construits, elle est essentielle, elle est décisive. Alors effectivement, avec des dossiers de réception de travaux ou encore des dossiers de conception, de réalisation des ouvrages qui sont des choses très précises, qui sont décrites. Donc je pense que derrière le vocabulaire, vos cahiers des charges et autres, moi j'ai envie de dire, il y a aussi ce qu'on codéfinit avec vous, qui est clair, hein, qui est très précis. Et donc on comprend bien qu'après il peut y avoir un partage nécessaire, peut-être plus sur les lots électricité avec les électriciens qui interviennent sur ces opérations-là. Et donc là, ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait une bonne lecture de ces choses-là. Là, on ne peut pas transiger, on est tous d'accord. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'on a, Thierry, tu parlais des bonnes pratiques, là typiquement on a multiples acteurs. C'est-à-dire que chez vous, au moment de la mise en service, il y a le service qui réceptionne les ouvrages, il y a le service qui doit mettre en service et raccorder et mettre l'électricité. Ce ne sont pas les mêmes et c'est comme ça, mais fluidifier cela. Il y a également l'obtention du consuel, il y a notre entreprise d'électricité et la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, là aussi, je pense que dans les réflexions qu'on mène, on a déjà identifié un certain nombre de bonnes pratiques pour permettre à chacun d'avoir accès à qui attend quoi de l'autre, pour que ça se passe le mieux possible et qu'on évite les irritants de « Ah oui, mais moi, je veux ça. Ah oui, mais tu nous l'as pas dit. » Et on repart pour 3 semaines de délai. On y est tout à fait favorable. Et d'ailleurs, on peut l'annoncer ce matin. Effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques. Oui, il y en a. On en a identifié un certain nombre sur certaines régions. Donc, on pense qu'il pourrait être tout à fait opportun, dans cette lecture croisée, à des moments clés de ce parcours, de bien venir réinsister sur les attendus. Ça pourrait être tout à fait intéressant de réunir quelques promoteurs, de réunir quelques directions régionales et de se dire... Et puis on peut faire venir les entreprises d'électricité avec lesquelles on travaille absolument, aussi, absolument, de manière à... Parce qu'ils sont eux qui sont au contact du terrain. Là, nous, on parle dans le studio, mais la prochaine fois, on pourra, j'espère, peut-être faire la même émission avec vous, quelques électriciens et vos services pour parler de cette guide de bonne pratique. Ça me paraît donc ça, on y est favorable. Et on peut imaginer que ça soit finalement... Vous évoquiez le mot checklist, moi il me va bien, c'est-à-dire c'est à un moment donné, voilà, chacun sait à quoi il s'attend. Et donc sur des visites, puisque effectivement la convention RRO en prévoit un certain nombre, c'est qu'on soit au clair. C'est-à-dire on sait sur quoi on est attendu.
et que quelque part aussi sur ce qui peut être perçu parfois comme tiens, on m'a dit ça, puis après on m'a redit ceci. Il faut que ça soit parfaitement clair là-dessus et aligné. Donc, si c'est une démarche qui intéresse la FPI avec ses adhérents, je pense que c'est un chantier dans les de clarification. Ça ressort comme un point saillant. C'est un point saillant. Donc, on peut effectivement s'y atteler ensemble. Et puis, quelque part, d'aller, comme le disait Thierry, vers quelque chose qui puisse être cette notion de checklist. Voilà, on en a une bonne vision, on en a une bonne perception, on connaît ses exigences, on sait à quoi s'en tenir, et normalement, ça doit amener cette fluidité dont on a besoin. Donc, ça, on peut le réaliser. Je pense qu'on n'aura pas de mal à avoir peut-être quelques adhérents qui s'intéressent. En tous les cas, on en fait la proposition. J'en vois 195 en ligne qui, à mon avis, sont là. Peut-être avant, il y avait aussi une autre notion, Franck, qui était sur le slide avant, et vous l'avez évoqué. C'est ce qu'on a mis sur la droite, les échéanciers prévisionnels. Donc, ça, on le reverra avec Philippe, mais il y a au moment, effectivement, lorsqu'on porte une offre de raccordement, donc elle se réalise selon des critères qui sont bien décrits, par des conditions générales qui sont, alors là, accès à tout public. Il y a pas, c'est pas nos conventions ou nos choses qu'on mettrait pas à la connaissance d'eux. Ce sont des choses qui sont dans ce qu'on appelle la documentation technique de référence, qui est quelque chose qui est public, auquel tout à chacun accède. Et puis, dans les conditions particulières, dans cette offre de raccordement, on essaye effectivement de décrire un échéancier prévisionnel. Et vraiment, effectivement, ce délai qui va être important, c'est entre le moment où on a l'accord sur l'offre de raccordement et puis la réalisation et la mise à disposition du raccordement. Donc, là où c'est aussi que des fois, on ne vit pas toujours qu'un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir de part et d'autre des aléas. On n'est pas sur le même délai. C'est aussi ça, c'est cette discussion qui est nécessaire d'être mise en œuvre, parce que on vit pas, parfois, clairement, c'est dans les remarques que j'ai, on vit dans deux mondes différents avec des délais très très différents. Donc, nous, des délais de 6 mois, 1 an sont difficilement audibles par nos adhérents. Donc, en règle générale, ce qu'on fait là-dessus, c'est là aussi, on prend soin avec le promoteur de bien se caler sur cet échéancier. Oui, il peut y avoir des aléas. Ça je crois que c'est ce qu'on nous demande de gérer, et vous et nous. Et en cas de difficulté, Thierry, tu le rappelais, il y a cette possibilité d'escalade. Vraiment sur les cas, effectivement. Mais normalement, le local doit être en situation de pouvoir le gérer au mieux. Et il nous arrive aussi des fois d'être dans des situations de devoir reprogrammer des choses parce que face à des situations qui font que il faut le reconsidérer. Je pense que le maître mot là-dessus, c'est vraiment cette notion être bien coordonné. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que chacun soit en situation de pouvoir anticiper, communiquer. Complètement d'accord là-dessus. C'est face à des choses où il peut y avoir un risque, d'essayer de l'anticiper, même si c'est pas facile peut-être en tous les cas, au moins, ça a le mérite de clarifier les choses. Alors, il y a une forte attente sur la plateforme, donc... On va y venir, parce qu'on essaye un petit peu dans tout ce que vous avez évoqué. Oui, alors, on a évoqué beaucoup de choses, et c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison. Et sur les autorisations d'urbanisme, on a aussi ce sujet. Alors, l'autorisation d'urbanisme, là aussi, pour refixer un petit peu les choses, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, en particulier sur l'année 2023, avec la loi APER. La loi APER, elle a changé quand même quelque chose d'assez fondamental. C'est que préalablement à son application, c'était la collectivité en charge de l'urbanisme qui supportait les coûts sur la partie de l'extension, chaque mot a son importance, sur la partie de l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération. Donc, non, mais là, nos adhérents sont bien informés. Ils sont bien informés de cela. Parce qu'ils ont vu arriver les factures. Donc, alors, on a même fait une note spécifique pour expliquer le sujet à nos adhérents. Je crois que c'est une manière de rappeler que c'est une loi qui s'est imposée à tous. Et donc, nous, face à cela... donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce chiffrage qu'on communiquait à une CCU n'a plus lieu d'être, puisque c'est une information qu'elle voulait pour pouvoir anticiper dans de la programmation budgétaire et autres. Et donc cette chose-là n'ayant plus lieu,
On comprend bien après que continuer à le faire pour des clients où vous chiffrez qu'une partie du raccordement, ça n'a pas grand sens. Donc, l'acte qui fait vraiment une communication sur le coût d'un raccordement d'une manière définitive, c'est la demande de raccordement, à ne pas confondre avec une demande d'autorisation d'urbanisme, où quand on nous demande ça, c'est la collectivité en charge de l'urbanisme qui demande, en gros, pour faire simple, est-ce que ce projet-là, on peut le raccorder au réseau public d'électricité que vous exploitez? Donc effectivement, ça a changé les choses. On s'est mis en conformité avec cela. Et donc, nous, la réponse qu'on fait aujourd'hui va être de dire, est-ce que c'est un branchement simple ou est-ce que c'est une extension? Alors attention au mot extension, il a une définition très précise au titre du Code de l'urbanisme. Ça peut être une extension physique d'un point A à un point B, j'ai besoin d'étendre un réseau, mais dans la notion d'extension, il y a aussi ce que j'ai besoin d'adapter le réseau. Et le mot adapter est différent de quelque chose qui serait, j'ai à le revoir en profondeur. Donc les mots sont assez précis. Et donc on répond à cette question-là sans aller au-delà, puisque c'est ce qu'on nous demande. Et plus récemment, pour finir sur ce sujet-là, il y a eu un alignement entre le Code de l'urbanisme et le Code de l'énergie qui reprécise bien ces choses-là. Donc on s'est mis en conformité avec ces choses qui ont eu besoin quand même d'être bien accompagnées, parce que ça a quelques conséquences, j'en conviens. Oui, on renvoie nos adhérents la note établie par notre service juridique, Mme Bérangère Joly, sur le sujet, et on pourra d'ailleurs échanger dessus avec vous, et éventuellement la compléter par rapport au retour d'expérience sur ce sujet-là. Bien, nous y voilà. Donc vous avez l'adresse pour le portail raccordement, et donc le temps que vous vous connectiez, c'est bon. Je suis connecté, Philippe, bon. Et ben on va basculer sur la plateforme. Et donc la première question, c'est est-ce que c'est la même plateforme pour le déraccordement et le raccordement? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur la plateforme, on ne peut pas commander un déraccordement. C'est pas possible. Ce sera possible dans 15 jours. On va mettre une nouvelle évolution sur le portail. Ça, c'est le scoop, ça veut dire Ah, que c'est le scoop. Vraiment un scoop. Alors, on ne l'a pas fait parce qu'on venait aujourd'hui. Non. Non, vas-y. Voilà, dans les parcours, il y avait effectivement la partie déraccordement. Donc, on a travaillé sur le formulaire de déraccordement. Et vous pourrez, donc depuis là, la plateforme... aujourd'hui, mon chargé d'opération dans ma direction technique pourra dans 15 jours sur la même plateforme, dont l'adresse est ici, oui. Comme on a un raccordement, demander son déraccordement et son raccordement dans le même environnement avec le même chargé d'opération. Enedis est à votre écoute. Merci Thierry. Vous êtes là. Donc. Alors après, c'est le local qui va coordonner, mais oui, l'idée c'est que c'est bien le chargé de projet qui va gérer le déraccordement et le raccordement. Donc voilà, donc c'est vraiment là du live sur ce nouveau formulaire qui sera mis en service. Alors sur la plateforme, quand vous allez dessus, vous avez deux onglets. Un premier onglet pour faire votre demande de raccordement et un second pour suivre en fait votre demande de raccordement. Et donc dans la demande de raccordement, il y aura un onglet en plus des raccordements. Ce sera dans l'onglet. Non, il y aura un onglet en plus. Spécifique en plus. Spécifique. Donc vous allez faire votre demande de raccordement. Vous allez saisir en fait la commune de vos travaux, parce qu'on vérifie que la commune est gérée par Enedis et que c'est bien Enedis qui va faire le raccordement. Oui, parce qu'effectivement, on a nos collègues par exemple dans l'Est qui sont avec un autre opérateur pour le réseau. Hein. Voilà. Mais tout le monde voit bien ce qui se passe avec Philippe. Tout le monde voit très bien ce qui se passe. Très bien. Ok. Donc du coup, à chaque fois, vous avez différentes informations lorsque vous allez vous connecter, des informations qu'on souhaite vous communiquer. Donc, c'est le premier type d'information. Et c'est ici, en fait, que vous allez faire le choix de raccordement. Donc, vous, par exemple, ce sera un immeuble que vous voulez connecter. Et d'ici 15 jours, vous aurez un autre onglet en bas, voilà, en dessous de ZI, ZA, qui permettra de commander un déraccordement ou un déplacement d'ouvrage. Oui, ou un déplacement d'ouvrage. Ou un déplacement d'ouvrage. Parce qu'on a parlé beaucoup des raccordements, mais vous avez raison, il y a aussi les déplacements d'ouvrage. Parce que j'ai le cas d'un poteau qui est resté pendant 2 ans sur un chantier. Sur un chantier. Alors, je vais vous le montrer après sur la plateforme de recettes. Donc, vous allez commander... Vous livrez en live les commentaires, encore une fois. Mais c'est ça, la vie du terrain, c'est ça. La règle du jeu, c'est la vie du terrain, c'est ce qui se passe. Donc là, vous allez commander, en fait, un raccordement pour un immeuble.
Donc vous allez, si vous avez un compte, vous mettez votre mail, mot de passe classique. Alors justement, dans les comptes, là j'ai une réponse, une question très très pratique, hein. C'est-à-dire que on a sur une même des dossiers avec des SSCV, des SNC, et aujourd'hui, est-ce qu'on a bien la capacité de se faire identifier sur une opération avec plusieurs entités juridiques? Alors, plusieurs entités juridiques, non, c'est Non. pas possible. D'accord. Alors, il n'y a pas de compte qui permet d'avoir toutes ces opérations au Donc sein. pour vous, le point d'entrée, c'est l'entité juridique, Tout à fait. même si c'est Ouais. sur une même opération. Oui. Ce qui Tout à pour fait. nous n'est pas simple, mais bon. Donc, Ce sera pour un futur développement. ouais, on peut en parler. Une autre écoute. Donc, du coup, donc vous mettez votre mail, votre mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous créez un compte. Créer un compte, c'est très simple, c'est immédiat. Vous mettez le nom, le prénom, votre adresse mail, vous la confirmez, le numéro de Est-ce téléphone. que je peux avoir plusieurs adresses mail pour un même projet? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est aussi une question qui m'est posée. Oui, oui. Et comme on a deux sites, hein, comme le disait Frédéric, vous pouvez même mettre le même mot de passe et le même compte sur les deux sites. C'est-à-dire deux sites, c'est-à-dire. Sur le site du marché Ah là, il y a d'affaires le site du ou marché celui du d'affaires. marché dit de masse, c'est-à-dire inférieur à 36 kVA. Oui, d'accord, c'est pour Voilà. les plus petites opérations. Tout à fait. Souvent pour des particuliers, choses comme ça. Donc là, une fois, si vous n'avez pas de compte, vous créez le compte, vous recevez un mail classique et vous initialisez votre mot de passe, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez commander votre raccordement. Donc ces opérations-là, c'est des opérations qui vous prennent 1 minute pour créer un compte et vous connecter à la plateforme si vous n'en avez pas. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai un compte. Donc on est bien d'accord, le compte, c'est l'adresse mail, point. C'est même pas la société, en fait. Là, c'est l'adresse mail de la société. Pour se connecter, c'est... C'est l'adresse mail d'une personne qui travaille dans la société. Alors, soit c'est une personne qui travaille dans la société, soit c'est une adresse générique. Donc il y a beaucoup, en Mais fait. dans tous les cas, c'est une adresse mail. qui C'est une fait le adresse compte. mail, tout à fait. Voilà, ok, d'accord. C'est pas parce qu'on a d'autres plateformes de l'État où c'est la société qui a un compte et qui peut avoir non. plusieurs adresses mail. Donc là, non, c'est important parce que je me suis trompé dans ce que je disais tout à l'heure. Le point d'entrée et le point de référence, c'est l'adresse mail. Ça veut dire que Pour nous, le compte, si oui. la personne quitte la société, que se passe-t-il? Alors, vous pouvez transférer, Mais c'est lui qui doit le faire. c'est lui qui doit le faire. Donc ça, c'est une remarque extrêmement importante parce que ça veut dire qu'il faut qu'on tienne à jour en permanence qui gère quel dossier dans votre plateforme. Alors, vous pouvez le transférer, et après, si elle est partie et que le transfert n'a pas été fait, le chargé de conception, lui, peut faire le transfert du dossier, S'il est joignable. s'il est joignable. Il est Mais joignable. vous allez voir, Il est joignable. Vous allez plus voir, le portail va facile, vous c'est que aider. le client se gère lui-même parce que c'est lui Non, qui mais sait c'est exactement quels Non, sont mais ses c'est- collaborateurs. Oui, mais quand même. c'est pas facile parce que dans la vie quotidienne, Hum. les gens gèrent au quotidien avec leur adresse mail. C'est pour ça que sur d'autres plateformes avec l'État, on avait mis comme point d'entrée et de référence le nom de la société. Mais bon, c'est un détail qui est important, mais qui implique que chaque promoteur sache en permanence qui, dans ses salariés, pilote quelle opération et quelle sur la Oui. plateforme. Pour pouvoir changer le cas échéant si la personne ne quitte pas forcément la société, mais change de région ou d'activité. Voilà, parce que souvent, quand il quitte la société, il perd son email quand même, j'espère, Absolument. de la société. Après, il y a beaucoup de multi-raccordeurs en fait, qui créent une adresse générique. Oui, c'est Ils plus mettent facile. toutes leurs opérations dans ce compte à partir d'une adresse générique. Quoi. Donc, j'ai quelques commentaires sur les problèmes de connexion. Il y a un service, il y a un service support sur la plateforme. Non, Non. non, non, il n'y a pas de service support. Donc s'il y a un Non. bug, Normalement, problème de connexion, ça va directement être en relation avec parce que là, voilà, les accueils, raccordement marché d'affaires, d'accord, donc ça arrive sur votre chargé d'opération, à l'accueil. à l'accueil. Ce qu'on appelle les cars chez nous à l'accueil, oui, tout à fait. Après, la plateforme, aujourd'hui, elle a plutôt un taux de dispo de 99,9%, mais... d'accord. Donc là, on est... Ça, c'est suivi quand même hein, chez nous. Oui, c'est monitoré. De toute Voilà, façon, tout s'il y a un ce qui est taux de dysfonctionnement de la disponibilité, hein. plateforme, elle est monitorée, on sait, on a un système d'alerte, etc. Enfin, comme l'ensemble des sites. Donc du coup, la plateforme, elle a été refondue en totalité il y a maintenant à peu près 1 an. Elle intègre l'ensemble des éléments, donc de la demande
en passant par les documents contractuels, en passant par la partie planning et en passant par la partie échange avec Enedis. Donc sur le premier point, donc là on est sur une demande de raccordement. Donc on va la simuler, hein, on va faire une demande de raccordement définitive. Donc vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai cliqué sur « Je souhaite commander un immeuble », raccordement d'un immeuble. Donc là, c'est des éléments traditionnels, on va mettre le numéro de SIRET. La plateforme, elle est connectée à notre référentiel client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait au moins une demande de raccordement, vous avez eu au moins un contact avec Enedis dans l'entreprise, que vous êtes reconnu, on va faire ce qu'on appelle de la complétion automatique des données. Donc vous allez mettre mot de SIRET, on va mettre l'entreprise et la personne qui va gérer le dossier. Si on a ces coordonnées, on va remplir automatiquement l'ensemble du formulaire. Si ce n'est pas connu de notre référentiel client, bah, du coup, vous devrez saisir vous-même le formulaire, quoi. Donc là, on est sur le cas, donc on est sur une entreprise, j'ai pris Enedis pour faire un raccordement. Voilà, l'interlocuteur qui va gérer ce raccordement, donc le bénéficiaire du raccordement, c'est moi-même, Philippe Planck. On a les numéros de téléphone, bon, classique, hein. On vous pose la question, est-ce que vous souhaitez être notifié par mail ou par SMS? Donc généralement, c'est souvent le mail qui est choisi. Vous pouvez ici, sur cet onglet-là, si vous le savez, donner la main à une autre personne qui va pouvoir visualiser l'affaire depuis son compte. Donc là, typiquement, on peut l'envoyer vers notre maîtrise d'œuvre Tout à fait. ou l'entreprise d'électricité. Voilà, c'est possible. Vous pouvez rajouter des interlocuteurs à partir de cet onglet-là. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des mandataires, si vous voulez que ce soit une autre personne qui gère le dossier à votre place. Donc ça peut être faire la demande de raccordement, ça peut être signer les documents contractuels, ça peut être aussi payer. Donc si vous utilisez un mandataire, vous pouvez le faire directement depuis la plateforme en signant ou en payant les différentes prestations. L'envoi des documents contractuels. Donc, ça veut dire que là, comme j'ai un compte unique, je suis dans une entreprise de promotion immobilière, j'ai besoin de payer les factures, le mail va arriver sur le chargé d'opération qui n'est pas celui qui paye. Donc ça veut dire que je le désigne comme mandataire. Oui, tout à fait. Ça veut dire que là, pour répondre à la question, il faut que le chargé d'affaires chez le promoteur désigne comme mandataire toute autre personne dans l'entreprise qui peuvent être amenées à intervenir sur le dossier. Pour Et à signer un signer, devis, voilà, tout à fait. parce que c'est pas des fois pas le chargé d'opération, mais son directeur qui signe, ou payer une facture, c'est aussi une autre personne. Oui, alors si c'est une entreprise externe à la vôtre, si c'est quelqu'un Ouais, mais externe à la vôtre. si c'est quelqu'un qui est dans mon entreprise, Et ben là, vous allez voir à partir du compte, vous pourrez vous-même déléguer d'accord. en fait l'affaire et la signature, parce que ça, je dirais, c'est votre business. Si vous dites ouais, c'est le directeur qui signe, C'est parce ça, que le devis, on a dit, voilà, il est de 100 000 c'est euros. pas le mandataire, c'est des délégataires. Voilà, c'est des délégataires, tout à fait. Et donc là, vous pouvez rajouter des interlocuteurs sur le dossier. Soit c'est un bureau d'études, par exemple, parce que vous avez nommé un bureau d'études qui va travailler au raccordement, ou soit c'est directement le bénéficiaire du raccordement. Donc vous pouvez rajouter, si je le retiens, forcément 1, le bénéficiaire, 2, un mandataire, 3, vous pouvez rajouter des bureaux d'études associés à votre affaire. Alors là, j'ai une question qui est vraiment spécifique, encore une fois, à nos métiers. C'est, dernièrement, nous avons validé en ligne un devis au nom d'une SCCV. Et très souvent, le nom des sociétés qui portent l'opération ne porte pas le nom du promoteur. Et donc là, le dossier a été annulé car le signataire, donc qui porte le nom du promoteur, évidemment, ne correspondait pas au nom de la SCCV indiqué sur le devis. Donc là, comment on peut gérer cette difficulté entre nos sociétés de portage, que sont des SCCV et des SNC, avec le promoteur qui va être avec un nom différent? Oui, tout à fait. Ça, c'est complètement possible, mais c'est au niveau de la qualification de l'affaire où votre chargé d'affaires va se mettre en relation avec le chargé de complétude et c'est lui qui va déterminer pour émettre en fait le devis à la bonne personne, quoi. Oui, mais si... Donc ça, c'est ça, parce qu'on peut très bien avoir un devis à l'instant T chez le promoteur, et ensuite on le bascule, nous, sur la société de portage. Donc, et c'est la même personne. Mais on change de coquille juridique. Oui, mais cela, en fait, on n'est pas obligé d'annuler l'affaire. On sera obligé d'annuler le devis parce que vous l'avez. Ah oui, mais est-ce qu'il dit annuler le devis, repartir avec un délai? Ah bah, il faut refaire un devis. Ah bah non. Faut refaire. Mais donc là, faut si c'est le même, solution. Si c'est le même devis, il n'y a pas de raison que ça prenne 6 mois. Si c'est le même devis, c'est juste un changement de nom. Oui, bah justement, alors là, il faut vraiment qu'on trouve la solution. C'est un sujet qui est
permanent chez nous et il faut absolument qu'on ne reparte pas à zéro. Parce que là, on ne peut pas admettre de repartir d'un devis alors qu'on a simplement basculé d'une structure juridique à une autre. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'on a je vais signer la promesse suétante avec le promoteur X, et puis le promoteur X, entre-temps, il a monté une société de portage. Et c'est la société de portage qui va faire toutes les opérations juridiques et financières. Donc il ne faut pas qu'on reparte à zéro sur le devis. Donc là, ça, c'est effectivement un point très dur. Il faudra qu'on le traite avec le juridique, parce que voilà. Bah ouais, mais on le traite nous, donc on peut vous expliquer, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a les services juridiques, on va vous aider. On s'aide mutuellement, Thierry. Mais oui. Non, mais c'est sûr que les sociétés de portage, les sociétés de projet... Bah oui, on peut pas repartir. J'ai beaucoup travaillé dans les sociétés de projet, donc je vois bien. Donc, on a fait la partie construction. Donc là, c'était votre besoin. On est sur la partie construction. Donc là, vous allez mettre l'adresse des travaux, hein, soit directement en la tapant, soit en choisissant le petit point qui va bien sur la cartographie. Donc là, on va remplir automatiquement l'adresse. Vous avez la possibilité de mettre le nom de votre programme immobilier. Et ça, c'est important, parce que dans votre compte, c'est comme ça que vous pourrez les retrouver. Donc, vous mettez le nom d'un programme immobilier. Et on peut le changer à tout moment. Alors, vous ne pouvez plus le changer après. Une fois qu'il est noté, parce que ça a été, là, c'est véhiculé dans l'ensemble de nos Mais là, vous connaissez quand même le nom. Mais non, parce que ce que vous voulez, des fois, on lui donne un nom de code au démarrage, et puis ensuite, il va porter un nom de commercialisation ou de sa SNC de portage. Donc, le projet peut changer 4 fois de nom sans problème. Bon, ça, je prends, on va regarder. Mais effectivement, là, il est véculé dans le OSI de back-office, ce nom du projet immobilier. C'est bon à savoir pour nous. C'est pas le nom du projet immobilier, c'est le nom du code chez vous qu'on lui donne. C'est très différent. Parce que c'est un nom qui est utile pour vous pour tracer. Pour tracer depuis le début. Parce que nous, c'est votre mais nom à vous. Nous, on le change tout le temps. Après, ouais, si vous le changez régulièrement. Après, on est quand même au stade d'une demande de raccordement. Donc, ça veut dire quand même que le projet, de votre côté... Enfin, à ce stade-là, il est quand même assez... non. Il peut encore bouger. Hein. Il peut encore bouger. Ok, bon, ça... En tous les cas, il faut qu'on puisse le repérer facilement. Oui. Ouais, de part et d'autre. Non, mais c'est pas gênant. Si on dit que c'est un nom de code qui doit rester... Alors, nous, on définit un nom de code qui reste, et puis c'est pas grave. Après, son nom commercial peut être différent. La société de portage peut être différente, et on retrouve le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, vous mettez le nom de votre résidence, c'est souvent ce qui est fait. Hein. Donc... là, c'est la résidence Alexandre 2. Donc là, après, vous avez quelques questions assez simples hein, que vous connaissez parfaitement. Vous souhaitez raccorder un immeuble. Là, c'est de la construction qui est neuve. Il a 5 étages, il aura 2 colonnes et il a X places de parking. Voilà, donc c'est un usage résidentiel, le classique. Les questions, les documents qui sont obligatoires, à la fin, si vous n'avez pas mis, vous aurez une alerte en disant que ce document est obligatoire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la partie des caractéristiques techniques en fait de l'immeuble. Donc c'est ce petit fichier, si vous ne l'avez pas, à renseigner avec le nombre de logements et la puissance que vous avez estimée en fait par logement. En fait, je vais joindre un... D'ailleurs, là aussi, c'est un sujet. Hein, c'est-à-dire que la puissance que l'on demande, c'est celle qui est validée par notre maîtrise d'œuvre ou c'est celle que vous calculez avec vos abacs? C'est votre puissance à vous. C'est ce qu'on décide nous. C'est ce que vous décidez. Donc si je décide qu'il y a très peu de puissance électrique, vous ne revenez pas dessus après? Ah non, nous on va partir sur ce que vous avez fait vous, ce que vous avez demandé. Si vous utilisez le petit fichier qui est là, quand vous l'ouvrez, vous avez le nombre de logements, vous savez que vous mettez des logements à 9 kVA, des logements à 12, bon, ça vous fait la somme. Ça donne la bac. Si, voilà. Je pense qu'on a les mêmes abacs. Non, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'en termes de foisonnement avec le développement des pompes à chaleur et autres, on a des niveaux de puissance qui sont beaucoup plus bas qu'auparavant et avec des foisonnements qui sont plus importants puisqu'on ne va pas tout allumer au même moment. Bien sûr, tout à fait. Nous, en fait, on va prendre la puissance pour l'étude, la puissance que vous avez indiquée. Donc le juge de paix, c'est la puissance de mon ingénieur. Voilà. Si on voit que c'est vraiment très décorrélé, vous avez compté 500 kVA, on est sur 12 petits logements étudiants, on vous dira... Attendez, il y a un problème, 500, et inversement. Il y a un problème, ça ne sert à rien de demander 500 pour faire votre raccordement, quoi. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de véhicule électrique. Donc c'est cette puissance-là qui va nous permettre de faire l'étude. Voilà, donc là, vous validez votre puissance. Là, les quelques documents complémentaires à nous donner,
Bon, un plan cadastral, hein. C'est des choses que vous avez, hein. Voilà. Un plan de masse. Chose assez classique, hein. Permis de construire si on a un, l'autorisation, la partie des TVA, les différents raccordements si vous avez plusieurs colonnes. Et puis, c'est les seuls documents nécessaires à l'étude. J'entends beaucoup dire, ouais, mais il y a des DR qui m'ont demandé un autre document, un autre. Ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour faire une étude. Il n'y a pas d'autres documents au stade de la demande qui sont obligatoires pour pouvoir lancer l'étude. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Deux cas spécifiques, c'est des fois on a plusieurs usages dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on renseigne dans la plateforme? C'est bloquant ou pas? C'est-à-dire que si on met logement et qu'après on a logement, commerce, bureau? Non, c'est pas du tout bloquant. Je peux mettre logement et ensuite on modifie? Ah ben oui, après on modifiera, bien sûr. Ah, De si toute façon, vous on peut pas c'est bien. mettre Comment? Si vous commerce, modifiez, etc. c'est bien. Vous avez un bâtiment, après l'usage, Oui, tant que la puissance elle est bonne. oui, tant que la puissance est bonne. Ça, c'est pour le raccordement. Mais ensuite, nous, on est très intéressés dans l'exploitation, dans la vie même du contrat, finalement, d'avoir une connaissance un tout petit peu plus précise des usages. Parce que plus ça va, plus vous-même, finalement, vous nous demandez souvent, alors vous-même, pas forcément promoteurs immobiliers, mais ceux qui vont être à la suite de la promotion immobilière, ceux qui vont être les clients finaux, ils peuvent nous demander, oui, mais nous, on aimerait savoir finalement qui est là, qui n'est pas là, qui fait telle chose et tout ça, où sont les data centers, etc. etc. Vous voyez, il y a toujours beaucoup. Donc en fait, je pense que c'est quand même intéressant et important d'essayer de donner le maximum de précision maintenant sur les usages. Si on peut les renseigner Sur les usages, j'entends les grandes usages, parties d'usage. Hein. Est-ce que c'est un bâtiment tertiaire? Logement, Est-ce que commerce, c'est un bâtiment tertiaire. logement? Voilà, mais on a des cas de bâtiments avec plusieurs usages. C'est pour ça que je vous pose la question que ce soit pas c'est rédhibitoire. pas rédhibitoire. Voilà. Et donc là, du coup, ensuite, on a une dernière question. La date de mise en service souhaitée des installations. Alors, je reviens sur les colonnes. Le problème qu'on a et qui m'est relevé, hein, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est que vous nous demandez là le nombre de colonnes. Or, en fait, ce travail-là, souvent, il fait postérieurement à la demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Non, mais dans ce cas-là, vous mettez une colonne, il y en aura au moins une de base. Oui. Après, dans l'étude, lorsque vous allez avoir le rendez-vous avec le chargé de conception ou le chargé de projet, c'est là où vous allez définir le nombre de colonnes. Oui, bien sûr. Et après, le devis se fera effectivement par le chargé de conception en fonction des éléments en fonction voilà, que vous aurez échangés. Absolument. Là, on est juste au stade de la demande. Ce qui est important, c'est qu'il nous faut quelques éléments effectivement pour pouvoir faire les calculs et notamment le plus important reste quand même la puissance de raccordement. Donc à quel moment on fait ça? On fait ça au moment du dépôt du permis, du lancement des travaux, en fonction des délais que vous avez derrière? Le changement? Le moment où je fais où je renseigne ma demande sur la plateforme. Eh ben, en fait, dès que vous avez tous les éléments, c'est une demande définitive. Donc c'est au dès que vous permis, avez je peux tous le les lancer éléments. en fait. Bah, si vous avez votre permis, là, vous pouvez le lancer. Dès le permis, sans attendre le lancement des opérations. Et j'ai la possibilité de modifier après, enfin de préciser ultérieurement le nombre de colonnes. J'ai pas besoin d'avoir le schéma des colonnes. Non, je peux lancer l'opération. Bien sûr, on sait très bien que le schéma des colonnes, il arrive après. Tout est début. Donc en fait, vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas. Tout par rapport aux questions, ce qui est extrêmement important, c'est ça. Ça veut dire que cette demande-là sur la plateforme que vous êtes en train de présenter, elle peut être faite dès qu'on a le permis. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Et après, on a des réponses, effectivement, qu'on va vous apporter. Et donc là, vous mettez la date de mise en service souhaitée. Alors là, la pop-up qui est là, elle n'est pas bloquante. On vous dit simplement que si vous demandez un raccordement pour le 30 septembre 2025, ça va être un peu compliqué. Donc on vous dit que ce ne sera pas possible et que ce sera l'interlocuteur raccordement avec qui vous avez échangé et qui vous donnera la date, en fait, compatible entre votre projet et Enedis, quoi. Mais à ce stade-là, c'est pas bloquant, c'est juste de l'information. Et on vous pose une question, est-ce que vous avez besoin d'un raccordement provisoire pendant cette phase, en fait, de raccordement? Et donc là, vous validez, donc là, vous arrivez à la synthèse de votre demande de raccordement. D'ailleurs, on parlait des colonnes pas bloquantes. Là, j'ai une remarque. Depuis juillet, lors d'une demande de raccordement, si vous n'avez pas le calcul de colonne, le dossier est supprimé. Alors là,
Faudra nous le transférer. Ah oui, bien sûr. Oui, D'ailleurs, si Célia peut nous donner oui, la enfin, référence de l'opération, Mm. ça permettra de vérifier, parce que normalement, c'est pas le cas, Philippe. Non, non, du tout. Au contraire. Hein. Du tout. Ce qu'il faudra, c'est Et effectivement d'ailleurs, j'ai les aussi une éléments. remarque en disant si on n'a pas complété correctement la demande de recommandement avec le nombre de colonnes, etc., on n'a pas de rendez-vous avec le chargé d'études ou le chargé d'affaires. Donc, ouais, c'est l'inverse de ce que vous dites, c'est pour ça que je vous cite. Non, oui, ok. Non, mais c'est pas bloquant. Bon, on va retravailler ce poste. Voilà, quoi. Et j'en ai un deuxième qui me dit exact, l'absence de colonne a également fermé un dossier. Ça devrait pas. Voilà. Ça devrait pas. Ouais, non, ouais, non. Donc là, voilà, on a la synthèse de la demande. Vous la validez. Petite enquête, vous êtes passé sur le site en dématérialisé. Vous êtes super content de l'avoir utilisé. Et vous Ou transmettez votre... ou pas. Et donc là, il est hyper important aujourd'hui de passer par la plateforme. Et de toute façon, à partir de début janvier, on n'acceptera plus de demandes par mail ou formulaire papier qui nous arrivent par courrier. J'ai aussi les collègues qui me disent c'est parfois le chargé d'opération qui envoie des mails parce que ça rentre pas dans les cases de la plateforme. Donc je crois qu'il faut maintenir ce... Non, ça, il faut absolument Voilà. en faire l'outil référence. Mais que ce soit l'outil référence, c'est très bien. Par contre, qu'il y ait la possibilité de converser. Alors peut-être que c'est un développement à faire dans la plateforme avec un outil relationnel dans le cas de demande de raccordement, mais vous pouvez pas, on peut pas rester avec simplement la plateforme. C'est ça que me disent les collègues. Bon, on va voir la suite, elle apporte beaucoup de choses, mais ce qu'on trouverait dommage, et on en reçoit encore aujourd'hui, des demandes de raccordement courrier avec des plans courrier, etc. Je pense à une perte de temps pour vous, une perte de temps Ça doit aussi être pour nous. des gens qui sont pas professionnels, Voilà, et pas qui- adhérents à la Là, fédération. la fédération, l'avantage, moi, je veux bien. avantage de passer par la plateforme, c'est que là, votre demande, elle vient d'être transmise dans le bon service et de manière automatique. Et elle est déjà dans notre SI de back-office. Voilà. Donc, et là, il y a déjà un conseiller, je ne dis pas qu'il l'a prise tout de suite, hein, mais en tout cas, dans son portefeuille, il a reçu à l'instant où j'ai cliqué dessus votre demande de raccordement. Non, c'est vraiment ce qu'on recommande. Je pense qu'il faut qu'on Oui, très se dise bien. des choses simples. Et ce qui serait formidable, c'est qu'automatiquement, on reçoit une réponse avec votre interlocuteur et monsieur ou madame. Alors là, On va y venir. tout de suite, vous avez vu, vous avez déjà reçu le numéro de dossier NEDIS de manière automatique parce qu'il a déjà été traité. Vous l'avez. Et là, c'était votre projet, un nom, donc la résidence Alexandre 2. Là, on est maintenant dans la partie suivi. Donc là, dans la partie suivi, vous allez pouvoir accéder au suivi de votre dossier. Et là, on va retrouver plusieurs éléments. Et donc là, vous avez votre dossier. Ici, d'accord, vous avez retrouvé mon dossier, les coordonnées, l'adresse, assez simple. Vous allez recevoir au fil de l'eau de l'avancement du dossier des informations techniques. Vous allez recevoir, par exemple, les PRM dans cet espace-là. Les PRM, Voilà, ici. C'est les points de Le raccordement. point de raccordement, pardon, PDL. Comme des c'est points pas- de livraison PDL ou PRM, point de PRM, relevé mesure. PDL. C'est le compteur, voilà. Vous allez retrouver mon interlocuteur. À partir du moment où le dossier sera qualifié, ici, vous aurez toujours, donc on en parlait tout à l'heure, vous aurez toujours le nom d'une personne avec son mail et son téléphone. Dès qu'il sera qualifié, vous aurez soit le chargé de complétude du dossier, et quand le chargé de complétude aura fini, il va passer à son collègue, au chargé de conception, et ensuite au chargé de projet, ou le chargé de projet s'il prend le dossier tout de suite. Dans cet encart-là, il est dynamique. Vous aurez toujours le nom d'un interlocuteur. ce qui revient à notre checklist de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce De que tout c'est à que la l'heure. complétude, à quel moment ça bascule, Mmh. comme vous le dites, parce que ça, c'est extrêmement important et ça évitera les commentaires que j'avais tout à l'heure. Hein. Voilà. Oui, dans le document qu'évoquait Thierry tout à l'heure, alors, c'est le genre d'information, quand on disait comment est-ce que sur ce parcours les choses se passent, et que je disais sur des jalons à sécuriser, de quoi est-ce qu'on a besoin. Je pense que typiquement ce qu'on se dit là, oui, peut être reprécisé. Donc là, au moins, vous avez l'interlocuteur. Et en passant par mes échanges, ici, vous pouvez contacter Enedis. Là, sur le dossier, je peux envoyer un message. Il y a toujours une personne qui va pouvoir vous répondre. Même si le chargé de projet n'est pas encore sur l'affaire, ou même s'il est en vacances, ou il est malade, etc., vous avez toujours un point d'entrée, le fait de passer par cette plateforme.
et il y a des équipes qui vont pouvoir vous apporter la Et solution. donc ça, c'est conservé, tracé, Ah les oui, échanges tout à sont fait. conservés. Alors ici, et c'est pour ça que nos équipes aussi, on leur porte le message de dire utilisez en fait le module d'échange qu'on appelle notre SI Racing, parce que ça retombe automatiquement. Et ici, dans mes échanges, le gros avantage, c'est que tous les échanges qui soient sortants, c'est-à-dire c'est vous qui les avez réalisés, ou Enedis, vous allez les retrouver associés à l'affaire. Ce qu'on souhaite aussi par nos chargés de projet ou de conception, c'est de ne pas communiquer avec les boîtes mail classiques. Je ne vous cache pas que j'ai de nombreux commentaires me disant que c'est la seule solution parce que des fois il y a des messages qui disparaissent. Alors Voilà, là, il y a vous des êtes bugs, sûr, quoi. Donc, tout est tracé, tout est dedans. Et même si vous, votre chargé d'affaires, en fait, il part en vacances et il passe le dossier à son petit copain, et ben, il a toute la ce qui traçabilité. repose la question de l'accessibilité avec les délégations, Ouais. Ça, on va le mails, voir. ça c'est extrêmement important. Alors ça, on y est attentif, hein, parce qu'effectivement, il y a des congés, et il peut arriver effectivement qu'un chargé de projet, et donc ce sont des choses qui sont Il faut que chez sont nous, il y gérées ait avec... plusieurs personnes qui aient accès au Vous dossier. pouvez avoir à un moment donné, sur une période transitoire, pour raison de congé, effectivement, d'avoir quelqu'un d'autre, mais il y a pas... Sauf qu'il ne faut pas oublier de le déclarer sur la plateforme. Oui, Sauf quand qu'en il règle part, générale, et c'est ce que fait celui qui va pas être là pendant quelques temps, en informe son client. Donc Très là, bien. voilà, c'est la partie communication. Donc, ce qui serait bien, c'est d'utiliser ce module-là pour contacter Enedis. Au-delà Et, du téléphone, ça existe, mais au moins, vous avez toujours la possibilité de joindre un interlocuteur que vous n'auriez pas pu avoir au téléphone. Voilà. Ensuite, on a la partie du planning. Donc ça se construit au fil de l'eau, hein. Nous, on a la demande complète, on vous envoie le devis, vous avez donné votre accord. Donc ça se construit au fil de l'eau. D'ailleurs, sur les devis, j'ai pas mal de remarques sur des délais de devis qui sont valables 3 mois, alors que nos opérations sont sur des durées plus longues, évidemment. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des validités de devis plus longues? Alors, la réponse c'est non, puisque en fait, caler sur 3 mois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un enchaînement de l'opération qui fait que j'ai fait ma demande de raccordement définitive, ça veut dire que j'attends derrière l'enchaînement pour que la réalisation elle arrive en temps et en heure sur des rétro-plannings qui sont vus entre Enedis et le porteur du dossier côté promoteur. Là, ce qu'on va pouvoir indiquer, c'est que... Alors, je comprends en revanche la remarque et de dire, oui, enfin, on aimerait quand même avoir une petite idée de Mais ça, ce que donc en coûtait. fait, il faut qu'on ait Oui. une estimation avant, Donc ça, avec une durée de validité plus longue. oui, ou en tous les cas, je pense que faut vraiment bien comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'utilisais le mot de synchroniser la demande de mon raccordement, qui n'a pas de raison de se faire au premier jour de la construction, mais à un moment où je vais en avoir besoin, et il faut qu'à ce moment-là, ça soit réalisé. Et ça peut arriver quelques mois après la construction. En soi, c'est cette synchronisation qui est importante. Et c'est ce qu'avait montré d'ailleurs dans les échanges de 2021 dont je reparlais tout à l'heure sur la refonte. Il faut que ça soit au bon moment, et parce qu'on n'a pas besoin de nous sur la totalité de la construction. En revanche, on comprend qu'on peut avoir besoin d'informations sur est-ce que je peux avoir une idée quand même d'une estimation de ce que ça coûte. Alors là, il y a plusieurs dispositifs. Philippe va nous dire 2 mots sur ce qu'on appelle le chiffrage préliminaire, qui est une chose possible. Je te laisse, Philippe, et Oui. puis on verra après qu'il y a d'autres, Franck, d'autres outils possibles si on veut encore aller plus sur l'amont, quoi. Tout à fait. Oui. Alors à partir du moment où vous avez tous les éléments de votre demande, que votre demande est complète, on peut vous faire ce qu'on appelle chez nous le chiffrage préliminaire. Ce n'est pas un devis, mais c'est l'étude qui servira ensuite de vous donner le devis définitif. Mais donc là, sur la plateforme, c'est à quelle étape Non, ça c'est quand vous serez en relation avec le conseil Enedis, c'est à lui que vous devrez demander le chiffrage préliminaire. Il n'existe pas aujourd'hui sur la plateforme. Bah oui, justement, La alors à possibilité- quel moment je le contacte s'il se passe pas, faut que je le contacte comment alors avant la plateforme? Ah non, Non, là ce ne non. sera pas avancé. Vous déposez votre demande Dans la plateforme? voilà, Oui. dans la plateforme. Après, vous Et là, avec utilisez le chargé de l'interface conception, d'échange. vous allez lui Donc là, il dire y a. j'ai Je besoin d'un demande par chiffrage. mail, j'ai pas un bouton pour cliquer Interface dessus. d'échange. Si, par l'interface d'échange. Oui, dans les Voilà, mails. tracé. directement. Dans le contact. Directement, J'ai pas voilà. un bouton chiffrage préliminaire, je dois lui faire une demande spécifique. Voilà, tout à Voilà. fait. Vous irez dans mon interlocuteur, étant donné que vous avez votre numéro d'affaires, vous mettez l'objet et vous lui dites j'aurais besoin en amont d'un chiffrage préliminaire.
ça ils connaissent, ils savent le produire. On fait l'étude classique, on vous envoie le chiffrage, puis aussi le montant de la RRO, s'il y a une RRO associée en fait à la demande de raccordement. Par défaut, pour les promoteurs, on vous donne le chiffrage aussi RRO. Ça, c'est vraiment important parce qu'on voit bien que quelque part, les deux choses je pense qu'une sont à découpler. Oui, mais c'est ce qui ressort des questions, c'est que comme il n'y a pas de bouton chiffrage préliminaire, les gens cliquent sur devis. Et le devis a une durée de validité de 3 mois. Or, dans votre tête, le devis, il intervient après. Et dans la nôtre, c'est ce qui nous permet d'intervenir avant pour avoir un prix. Donc, peut-être qu'un des développements, c'est le chiffrage préliminaire. Oui, d'où l'intérêt de l'évoquer ce matin. Bah oui, et d'ailleurs, c'était sur un slide l'un des points qu'on voulait pointer ce matin. Oui, il y a cette possibilité. Et on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, on détend la contrainte qui est de dire les 3 mois tels que vous l'évoquiez à l'instant. Non, c'est autre chose, encore une fois. Sur une demande de raccordement, nous, ce qu'on veut, on ne veut pas de temps mort. On veut l'enchaînement, on veut la fluidité. Et je pense que c'est la même chose pour vous. En revanche, on comprend qu'il y a un besoin d'information avant. C'est jouable avec ce chiffrage préliminaire. Ça veut dire rajouter un bouton chiffrage préliminaire, à ne pas confondre avec le devis. Sauf que le chiffrage préliminaire a une durée de validité de X, je ne sais pas laquelle. Il n'a pas de, il n'est pas fait mention de cela. Alors on comprend bien que après la question d'après qu'on va nous poser, c'est mais si par exemple je reviens sur ma demande de raccordement 2 ans plus tard, ce qui va être important de faire à ce moment-là, c'est est-ce que les conditions de votre projet ont changé ou les conditions du réseau ont changé. Bon, si en revanche il y a donc ça c'est quelque chose qui est apprécié en regard du moment auquel le promoteur revient vers nous, mais on découple bien les deux choses. Et quand on disait qu'il peut y avoir d'autres dispositifs, certains promoteurs y ont recours, c'est ce qu'on appelle les demandes anticipées de raccordement, avec un nom de code, peut-être que vous connaissez, qu'on appelle la DAR, qui conduit à ce qu'on appelle une PRAC. Excusez-moi le vocabulaire. Ça se fait sur la plateforme. Demande anticipée. Oui. Alors oui, et ça, le PRAC, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la proposition de raccordement qui se fait hors autorisation d'urbanisme. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore votre AU, et donc c'est une réponse qu'on peut faire. Alors là, c'est un service qui est payant, mais qui fait que c'est quelque chose, c'est une prestation qui peut être, alors je vais l'employer entre guillemets, remboursée, dès lors que derrière, vous faites une demande de raccordement, c'est un petit peu technique, hein, une demande de raccordement définitive. Je crois que c'est dans un délai de 3 mois. Oui. Donc voilà, on a essayé effectivement, et c'était tout l'intérêt lorsqu'on a fait la refonte de ces parcours, de bien comprendre, et on revient à ce qu'on se disait en introduction, que sur la vie complète du projet, il y a des temps forts où vous avez besoin d'informations, et que la demande de raccordement, elle, à proprement parler, ça ne doit pas être l'objet qui apporte ces informations-là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des choses qui vont rester un peu en suspens, et on va nous faire ce type de demande de changer. Donc en fait, on a 3 types. Vous avez plusieurs leviers. 3 leviers. L'estimation préliminaire. Oui. Chiffrage préliminaire. Dès lors que vous avez une complétude de dossier, faut bien l'associer avec les bonnes conditions. Sauf que là, ça veut dire que du coup, je dois avoir mes colonnes, etc. à tout le moins. À minima, vous avez une autorisation d'urbanisme, c'est pour pouvoir faire un chiffrage préliminaire. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir un permis. C'est ça. Oui. Et en amont, on a la demande anticipée de raccordement qui est payante. C'est ça. Là, il y a la PRAC, de la proposition de raccordement avant complétude, qui elle fait que là, je suis vraiment sauf qu'il est très peu probable que 3 mois plus tard, je fasse une demande de raccordement. Donc il y a des cas où ça arrive, d'autres non. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Enfin, en tous les cas, c'est un outil qui est proposé et qui est utilisé. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête sur ce dispositif. Alors effectivement, le chiffrage préliminaire, on l'a mis en service il y a à peu près 1 an et demi, suite justement à beaucoup de remontées des promoteurs qui nous disaient moi j'ai besoin un chiffrage, pas forcément un devis, mais un chiffrage. Donc, sauf que voilà, ceux qui le savent, qui peuvent le demander, mais un bouton dessus serait une excellente chose. Alors après, donc on avait la partie. Et donc comment on lance cette PRAC justement? Donc
Ça, c'est Alors, ça, sur le peut-être on site. peut dire 2 mots avec. Oui, donc sur le Philippe. site, je vais ressortir. Alors, sur le site, tout en haut, on a vu tout à l'heure demande définitive ou demande anticipée. Donc, quand je D'accord. vais dessus, là, je reprends mon immeuble. Et donc là, sur le site, vous avez définitive ou anticipée. Anticipé, Voilà. d'accord. C'est là Et qu'on de- a cette demande C'est anticipée là que vous avez cette demande pour anticipée répondre. pour pouvoir la commander. Absolument. Donc, du coup, je vais retourner donc, sur ma demande de raccordement de tout à l'heure. Donc, on a vu la partie planning. Et là, on va voir toute la partie documents contractuels. Donc là, pareil, hein, tous les documents qui sont émis par le chargé de conception ou le chargé de projet. 1. La partie devis. 2. La convention aéron. 3. La convention de mise en service groupée. Tous les documents vont arriver dans ce compte rattaché en fait à cette affaire. Vous allez retrouver dans mes documents contractuels, bien sûr en parallèle, vous recevez une notification en disant on a déposé un document contractuel dans votre compte et vous allez retrouver ici tous les documents que vous avez à signer. Donc là, vous avez un raccordement d'un immeuble avec son devis associé. Vous avez la convention de réalisation de remise d'ouvrage, la convention de mise en service, voilà, différents éléments. Et c'est sur cette plateforme que vous pouvez les signer de manière électronique. Vous avez dans certains cas des conditions générales à valider. Par exemple, lorsque je veux accepter la convention de raccordement, RRO, elle est assez simple, hein. Vous devez nous donner, pour qu'on puisse à un moment donné vous rembourser, vous devez nous donner le RIB qui va bien et un extrait du CABIS, hein. Donc vous avez simplement à joindre les documents. Et ça, pareil, hein, l'avantage là, c'est que tous les documents sont transmis de manière automatique à Enedis. Sauf que voilà, il ne faut pas que ça bug quand le cabis c'est celui de la société de portage et pas celui du promoteur. Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui, Et oui. c'est des détails peut-être pour vous, mais pour nous, dans le fonctionnement au quotidien, Oui. c'est bloquant. Et il ne Tout faut à pas fait. que ça le soit. Donc là, vous avez pris connaissance des conditions générales que vous allez retrouver ici et vous allez confirmer l'acceptation de votre devis. Donc on vous redemande de mettre votre mail en fait de connexion, votre mot de passe, et là vous signez de manière électronique en fait la convention RRO. C'est pareil sur tous les autres documents, quoi. Là, il y a un traitement en cours. Voilà, donc là il y a un traitement. Là la convention elle est signée. Vous allez retrouver le nom de la personne qui l'a signée. Et là en fait comme c'est une convention, elle a besoin d'être contre-signée par Enedis. Là, le chargé de projet, il a une information comme quoi il doit venir sur la plateforme contre-signer en fait la convention RO. Donc tous les documents contractuels ensuite signés, vous allez les retrouver dans votre compte. Donc là, vous pouvez télécharger votre pièce, hein. Donc là, c'est votre convention et on voit qu'elle a été signée. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Et vous avez la signature. Effectivement, donc là, moi j'ai signé pour le nom du PAL. J'ai plein de Vous avez commentaires la signature du PAL et ensuite sur le vous avez... processus, avec des bugs sur le processus qui me sont. Où là, on demande un RIB signé, tamponné. Enfin voilà. Il y a des choses comme ça où je pense que vous pourrez répondre et on répondra ultérieurement. Parce qu'il y a une bonne dizaine de commentaires très détaillés D'accord. sur des points de blocage liés justement à notre mode de fonctionnement. Ok. Donc là, la convention, donc là on a vu la partie des documents signés, donc voilà, c'est pareil. Ensuite vous avez la partie paiement. Vous pouvez effectivement payer en ligne. On a 3 modes de paiement, enfin, soit la carte Alors, bancaire. j'ai une question sur la facture, parce que là, on me dit la facture est envoyée par courrier Oui, et non pas par dématérialisé. tout à fait. Donc là, on n'a pas de facture dématérialisée, donc c'est le projet qui est en cours. Pas pour le encore. moment. Ça Pas arrive encore. Pas encore, mais ça Donc va là, arriver. effectivement, et vous ne la retrouverez pas dans votre compte, c'est le seul élément que vous n'allez pas retrouver. Elle est D'accord. encore Donc en fait, vous êtes aujourd'hui les derniers à utiliser la poste. envoyée. Ouais, Gros, peut-être Vous voyez, presque. on C'est pas, dit mais en tout cas, service. pour nos factures de raccordement. Est-ce que vous connaissez oui. les délais entre le moment où vous émettez la Oui. facture où elle arrive? Ouais. Oui, tout à fait. Et on n'a pas. Et du Donc, coup, comme elle n'est pas dématérialisée, on n'a même pas la trace de cette facture pour pouvoir. D'accord. Bon, Non. ça, c'est un vrai bug. Enfin, Alors, Donc, bug, pour nous, c'est pour plutôt, nous, ouais, fonctionnement, là, voilà. c'est plutôt, comme le dit Thierry, une évolution là, arrivée à très court terme. En donc septembre faut 2026. plutôt le voir comme ça.
Oui. où les factures seront dématérialisées. Vous allez aller dans une BDP, dans une banque de données partagée, où vous allez récupérer votre facture. Ça, vous le faites avec les autres, sans doute. Voilà, déjà. Donc là, sur la partie des paiements, soit vous payez par carte bancaire, un service C'est assez classique. rare. Hein. Donc ça, c'est Pour rare. changer d'opération et des cartes bancaires pour payer. Ouais. Alors, il y a des cartes bancaires virtuelles. Il y a des Oui, mais clients qui l'utilisent, des cartes bancaires virtuelles. vu Ensuite, les montants, c'est assez rare. je sais bien. Vous avez le virement instantané. Et puis encore, faut-il avoir reçu la facture. Ah, mais mais là, vous vous la payez recevez, votre devis. Ah là, on peut le devis. Là, vous payez votre devis. Donc, vous avez le total à payer, la compte qui est demandée, le reste à payer parce qu'on n'a pas encore payé la compte. Mais si je vais, par exemple, sur un virement instantané, soit vous décidez de payer votre acompte, les 1935 €, soit vous payez la totalité en fait, de votre devis. Là, vous payez votre devis. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que je demande faut que les chargés d'opération puissent demander à leur direction financière des cartes virtuelles pour faire ces Soit paiements. des cartes, soit le virement instantané, ou soit le virement classique. Ça, c'est pas les mêmes services, donc c'est compliqué. Ou le virement classique, parce que vous utilisez encore aujourd'hui le chèque, je suppose. Non, le virement classique, mais c'est pas les mêmes services, c'est ça que je veux dire. D'accord. Donc là, sur le virement classique, si vous l'utilisez, vous avez directement le RIB de l'ADR. On a 25 Donc là, on est ADR obligé de que vous- payer en ligne, en fait. Hein. Pardon? On est obligé de payer en ligne. C'est le plus rapide. Si vous payez en ligne, Ah, vous virement, émettez les carte factures bancaire, papier. Vous pourrez aussi payer par chèque, par courrier. il y Donc en là, a on peut encore. plus. Il y en a encore. Voilà. Non, on est Bah, plutôt dans la il y a voie encore franc qu'on va du dématérialiser. chèque, mais oui. Donc, je L'envoi des taquine parce que factures. Ah, mais c'est- Je pense Ok. qu'on ferait un marche C'est pour la arrière. partie devis. Hein. Donc là, sur la partie devis, on paye plus autrement Devis, qu'en ligne. Oui. Voilà. Mais parce que ça nous était demandé aussi, hein, soyons clairs. Hein. Ah oui, mais c'est pour répondre à un des adhérents qui constate qu'on peut plus payer autrement qu'en ligne. Mais Philippe, tu as indiqué qu'on pouvait avoir plusieurs délégataires, plusieurs Oui. personnes, donc certains peuvent avoir cette autorisation, Oui, je suppose. ou déléguer. Il faut que je retrouve le vrai terme dans votre plateforme, mais que une des personnes de la société soit la personne en charge des paiements. Oui, tout à fait. Ça, on l'avait fait aussi à la demande de certains promoteurs qui nous disaient les montants du devis, le chargé d'affaires chez vous, il ne peut pas les payer, voilà, ou la personne ne peut pas. Donc on nous avait demandé, on avait fait cette fonctionnalité aussi parce qu'on avait été en relation avec vous, de pouvoir déléguer en fait la partie signature et la partie paiement. Mais Vous donc, avez il faut ce- déléguer à 12 comptables différents. Oui, oui, si vous en avez... Si j'en Mais ai 12, 12, mais 12 sur une affaire, bon, mais Ah, si. vous pouvez déléguer à X personnes. Autant que je veux. Autant que vous voulez. D'accord. Donc ça, c'est vous. Là, il n'y a pas besoin de mandat, c'est votre fonctionnement interne. C'est pas la peine de nous dire, je donne un mandat à signer à l'un à l'autre. Ça ne Ah, Le regarde mandat, c'est pas. pour l'extérieur, la délégation. Voilà, la c'est pour délégation, ça pour reste l'interne. à l'intérieur. Donc là, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Donc c'est toujours l'adresse mail, parce que c'est l'adresse mail qui va permettre de... Oui, c'est donc le seul et unique chargé d'opération avec son adresse qui décide d'ajouter ou pas. Voilà, d'ajouter ou pas. Après, Après, il met le chez payeur nous, les et lui, chargés il de pourra faire un conception, virement. peuvent, les chargés de conciliation chez nous peuvent ajouter pour votre compte des personnes, mais normalement c'est votre onglet. Voilà. Donc là, on ajoute les personnes qui vont bien. Et là, on a l'ensemble des documents d'échange avec Enedis dans mes documents. Donc Sébastien, non, il sera plus possible de payer sans passer par la plateforme. Alors, si vous envoyez un chèque, il y aura toujours le chèque. Mais voilà, on veut Ça reste d'être long et Ouais, ça reste ouais. d'être long et ça reste de se privilégier faire. Voilà. la plateforme. Ça serait quand même... Et en fait, l'avantage, c'est que quand vous payez en ligne ou vous signez en ligne, l'ensemble des services ont immédiatement vos documents et on sait que vous avez signé et payé. Ah, si on a le même temps de réaction sur les commentaires et les remarques qu'on a que sur la vitesse de paiement, tous nos Pas mal. adhérents seront ravis. Mais c'est pas ce qu'ils me disent pour le moment. Donc voilà pour la démonstration en fait de la plateforme, voilà, qui doit pouvoir Donc il y a quand même des faciliter choses les qui ont échanges. été améliorées. Oui, alors ce que je constate après, en même temps des commentaires que j'ai, en même temps que vous faisiez démonstration, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont méconnues, typiquement les demandes anticipées. Enfin voilà, vous aurez tous les commentaires que nous avons en ligne et ça vous permettra ça nous permettra de travailler ensemble à peut-être des améliorations de la plateforme, à faire peut-être, on parlait de checklist et de guide de bonne pratique, le guide d'utilisation de la plateforme avec ce que signifient les termes, la chronologie
d'une opération et qu'est-ce que je demande à quel moment. Parce que dans les remarques qui m'ont été faites sur la validité des devis, je comprends effectivement que vous y mettiez 3 mois, parce que pour vous, ça arrive tardivement. Alors que pour nous, dans beaucoup de chargés d'opération, on demande un devis comme on demande. Le 3 mois, il faut vraiment le laisser. Oui, mais c'est ce que je comprends des commentaires. C'est important de bien expliquer la suite. Bon. Et un sujet sur la facture, du coup, je comprends que vous l'envoyez par courrier avant, mais on ne peut pas l'avoir dématérialisée en proforma, on l'a visualisée en tous les cas, avant qu'elle ne soit émise. Ce qu'on peut vous donner, c'est un duplicata. C'est très bien. Voilà. Parfait. C'est déjà très bien. Pour nous, c'est formidable. Ça permet de la voir et de savoir qu'elle existe. Et donc, on a un duplicata avant qu'il soit envoyé. Et dernier trimestre 2026, normalement. C'est dans un an. Oui. On entend. Déjà, on entend qu'il y a une évolution pour dans 15 jours. Mais en attendant, si on peut voir le duplicata de la facture, ça fait partie des choses qui nous sont demandées. Ensuite, avant que nous ne clôturions, parce qu'on est déjà en retard, il y a eu beaucoup de demandes sur les estimations de puissance, des désaccords entre les calculs à bac C1400 et nos ingénieries, qui sont très souvent en dessous des puissances des ABAC. Qui est le juge de paix? C'est vous. Toujours c'est vous nous. Le client. Parce que des fois, certains me disent, Nedis refuse parce que ça ne correspond pas aux ABAC et qu'on n'a pas assez de puissance. Qu'on soit au clair, on n'a pas de mission de conseil là-dessus, si ce n'est en revanche, comme le disait Philippe, une interprétation qui soit partagée, ça évidemment, ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, mais si c'est le calculer ou le faire, non, c'est pas dans le périmètre de c'est important. Et en plus, si on avait un intérêt, ça serait plutôt dans le sens contraire. C'est si jamais on voyait des choses absolument incroyablement élevées, c'est là où on serait nous potentiellement en danger de se dire il y a plein de personnes qui vont nous réserver des puissances non existantes. Nous, on est plutôt sur le démarrage. Diminuer. C'est-à-dire qu'on va diminuer. C'est qu'on part du principe qu'on va foisonner les véhicules électriques, les machines, les pompes à chaleur, l'eau chaude sanitaire, etc. Donc on va plutôt avoir tendance à diminuer les puissances qu'on vous demande qu'à les augmenter. Tout à fait. Et on le voit bien, notamment c'est le cas vraiment de la recharge de véhicules électriques. On voit depuis quelques années que la demande, on a bien compris maintenant que le foisonnement existe. Parce qu'au départ, tout le monde voulait des bornes super, ultra rapides, alors qu'en fait, son véhicule dure toute la nuit et plus. Et avec un foisonnement par rapport aux autres usages, et éviter que tout soit allumé au même moment, puisqu'on va de plus en plus là-dessus. Messieurs, le temps qui nous était imparti est écoulé. Il y a encore énormément de questions. Je vous les transmettrai. Je retiens de nos échanges cette checklist, peut-être un guide d'utilisation de la plateforme avec les commentaires, Philippe, très utile que vous avez apporté pendant la présentation. Il était joint dedans. Voilà, mais je le remettrai, je le rediffuserai effectivement à nos adhérents. Je vous transmettrai les questions, ce qui permettra d'ailleurs peut-être faire évoluer ce guide d'utilisation de la plateforme. Maintenant que nous avons aussi connaissance sur les sujets qui ont été abordés. Et une dernière demande avant la conclusion, augmenter la durée de validité des mises en service groupées. Bon, ça c'est un sujet où, Franck, vous en avez été le porte-parole, voilà. Si j'ose dire. Non, c'est des choses qu'il faut regarder. Ça se regarde. Et puis, bien sûr, le plus important de notre conversation au départ, c'est le point très critique de la mise en service, avec votre service réception des ouvrages, votre service mise en service, ce que chacun attend l'un de l'autre, ce que nos entreprises peuvent faire, et l'accompagnement qui peut être amené par la maîtrise d'ouvrage. Donc, encore une fois... On a peut-être manqué un petit peu de temps sur cette dernière partie. Encore une fois, c'est plus encore une coordination du chargé de projet avec des collègues qui vont assurer ces actions-là, qu'à un moment donné, une bascule où il n'intervient plus, c'est coordonné. Et pour répondre au dernier commentaire, on nous reproche d'être un peu déconnecté de la réalité. Ce que je vous propose, et encore une fois, je vous remercie tous les trois de vous être livrés à l'exercice. C'est très important pour nos adhérents de montrer que vous êtes là, qu'on a les listes de contacts en région, vous avez parlé, Thierry, de la possibilité de faire appel à la hiérarchie en cas de problème. Et encore une fois, j'invite nos auditeurs à me transmettre
les numéros de dossiers spécifiques, parce qu'il y a des cas très spécifiques qui ont été abordés, et je les partagerai avec vous pour traiter ces demandes comme cela nous arrive avec vous, Frédéric, sur quelques dossiers. Donc, faites-moi passer par email les dossiers très spécifiques où vous avez des difficultés. Et puis surtout, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, on en sent bien que la prochain webinar, ce sera, comme je l'évoquais, éventuellement avec des praticiens, où on pourra prendre un exemple sur une opération et dérouler la même démonstration que celle que vient de faire Philippe, en disant voilà comment ça s'est passé sur mon opération, et on mettra peut-être autour de la table le représentant Enedis local, l'électricien, le maître d'ouvrage, et ça nous permettra de dérouler une opération complète. Oui, c'était bien l'idée quand on disait tout à l'heure mettre autour de la table là, sur les checklists. Là, on est dans le monde réel, hein, on est pratico-pratique quand on fait ça. Et on le fait avec des collègues, des collaborateurs qui ont à faire face à cela. Donc, je pense que ça va dans le sens de ce qu'on peut améliorer pour vraiment cette lecture croisée et qui, quelque part, soit bien comprise de part et d'autre et qui fait qu'on amène plus de fluidité. Là, on est vraiment sur des choses très concrètes et il faut le faire avec ceux qui, au quotidien, vont avoir à le gérer et bien l'harmoniser pour que on ne soit pas sur le sentiment que tiens, d'un endroit à un autre, c'est pas tout à fait pareil. Ce qui est remonté dans les commentaires. J'entends, mais ça ne peut pas être ça. Écoutez, messieurs, encore une fois, un grand merci pour votre participation. Grand plaisir. Merci à tous nos auditeurs. Merci aux adhérents. Je le rappelle encore une fois, ceux qui ont des sujets particuliers, transmettez-les-moi et je ferai le relais avec Thierry et Frédéric. Et encore une fois, ce webinaire, je suis ravi que vous soyez là, parce que c'est le premier d'une série pour que nous puissions améliorer les échanges et que la plateforme soit utilisée, améliorée, adaptée par rapport à nos spécificités dont, voilà, je pense que certaines subtilités mériteraient d'être mises en œuvre dans la plateforme. Merci messieurs, merci mesdames, messieurs qui nous écoutez. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et à demain pour ceux qui seront au live avec mon éminente collègue Bérangère Joly sur les autorisations. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.